Des rumeurs circulaient selon lesquelles un fou se promenait sur le champ de bataille, probablement un mercenaire, avec des yeux sans vie. Après tout, dès que la bataille se termine, il disparaît et part à la recherche d'une nouvelle bataille. Oui, un mercenaire qui n'est pas attaché à la vie, c'est tellement étrange, et ce fou dit constamment qu'il a survécu à nouveau après chaque bataille. Ils disent également qu'il apparaît toujours dans les batailles, qui sont en quelque sorte liées à l'Empire. Il semble qu'il soit motivé par quelque chose de personnel plutôt que par l'argent. Les gars qui étaient assis dans la taverne et discutaient de ce guerrier ont eu la chair de poule à ces mots, se demandant qui était ce fou. Bien que, à en juger par ses paroles, il soit très probablement le prince d'un royaume détruit. La rumeur dit qu'il cherche un endroit où il peut mourir et tout ce qu'il a pu trouver, c'est des tentatives de suicide. Le troisième prince de Briolle, Yuri Briolle, était le nom du fou qui cherchait le champ de bataille. Yuri Briolle est le nom d'un homme malhonnête qui a détruit un royaume de ses propres mains. Il y a 10 ans, le troisième prince de Briolle, alors âgé de 18 ans, jouait de grosses sommes dans un casino. Personne présent dans ce casino ne comprenait comment il parvenait à gagner à chaque fois, et toujours avec une marge très faible. Yuri l'a nié à chaque fois et a dit que c'était de la chance, qu'il ne s'était jamais soucié du jeu. Cette fois, Yuri voulait doubler la mise, mais le magicien royal Hernando lui a demandé de partir plus tôt. Hernando savait que s'il restait là trop longtemps, il pourrait être en retard à la réunion. De plus, les menaces ont déjà commencé à affluer vers Yuri. Pourquoi ne part-il pas pendant que tout le monde est gentil? Tous ceux qui jouaient à cette table avaient déjà réalisé que Yuri trichait et ont commencé à l'accuser de cela. C'était clairement un jeu injuste. Mais ces mots mirent Yuri en colère. Pour qui le prenaient-ils tous? Les autres joueurs ont dit qu'étant donné son comportement, il n'est pas un noble, peut-être qu'il est le roi d'un pays ou quelque chose comme ça. Même s'il avait été membre de la famille royale, il n'aurait pas renvoyé Yuri si facilement, pensa un autre joueur. Yuri avait déjà commencé à énerver l'Empire, augmentant les tensions dans la guerre. Tous les princes Pullélabres sont les mêmes, tout comme leur père. Qu'est-ce que cela fait d'être un fils inutile? Yuri se leva et jeta les cartes au visage des autres. Que peuvent faire ceux qui ne savent manier que l'épée? Yuri a traité tout le monde d'idiot parce qu'il est le troisième prince de Briolle. Et ces gars-là, grâce à sa gentillesse, renaîtront aujourd'hui. Après un certain temps, Yuri se tenait déjà devant la princesse de l'Empire, Katerina, et s'excusait, disant qu'il était en retard parce que son père avait une conférence urgente. Il avait déjà raconté tout cela à la jeune fille à travers la sphère de communication lorsqu'ils avaient reparlé plus tôt. Katerina a convaincu Yuri qu'il lui était difficile de trouver tout le temps pour cela. Il ne comprenait même pas combien de temps il avait fallu à la fille pour arriver ici, évitant les regards des passants. Yuri a dit que puisque son père n'était plus à son poste maintenant, il devait faire attention, il ne devait rien dire à personne. Donc ça veut dire qu'elle n'est personne pour Yuri, demanda Katerina au gars nerveusement. Si Yuri ne fait pas confiance à cette fille, pourquoi lui a-t-il tout dit? Il aurait pu en parler à une autre femme en qui il avait davantage confiance. Katerina ne voulait plus parler à Yuri et lui a demandé de ne plus lui parler jusqu'à ce qu'elle lui donne sa permission. La jeune fille arracha le collier de son cou et le jeta aux pieds de Yuri. Il s'agissait plus probablement, il le savait, d'une protestation ou d'un ressentiment envers le prince pour les mots qu'il avait prononcés. Katerina se retourna et quitta rapidement le lieu de rendez-vous. Yuri ramassa le collier et, réalisant ce qu'il avait fait, regarda le collier dans ses mains. Il ne savait plus quoi faire. Il comprit que cette fois-ci, il serait beaucoup plus difficile de se racheter que les fois précédentes. Le gars ne savait pas encore que quelqu'un avait observé leur réunion tout le temps, depuis la ruelle au coin de la rue. À partir de ce jour, leurs relations devinrent encore plus mauvaises, les liens entre Briolle et l'Empire atteignirent leurs limites. Les actions de l'Empire n'étaient qu'une simple provocation qui commençait peu à peu à dépasser les limites de ce qui était permis. En conséquence, le conflit entre les pays commença à prendre de l'ampleur et l'Empire envahit Briolle. À la suite de l'invasion de Briolle par l'Empire, une guerre officielle avec l'Empire a commencé, tous les habitants du château ont dû évacuer et le château a été incendié. Après le passage des époques et d'innombrables victimes, la guerre qui semblait ne jamais finir continuait toujours. Pendant la guerre, le frère aîné de Yuri, Joshua, est mort et les renforts ne sont jamais arrivés. La force la plus puissante de Briolle, et celle que les gens appelaient la plus forte du continent, était Fior Briolle, uniquement en raison de l'absence d'une personne. Le cours de la guerre a progressivement tourné en faveur de l'Empire. Au début, Yuri pensait que ce n'était qu'une simple coïncidence et l'a ignoré. Peut-être que Yuri niait simplement une réalité à laquelle il ne croyait pas. Cependant, les pensées des batailles passées dans lesquelles il avait risqué sa vie et sa pensée rationnelle l'ont conduit à une conclusion. Katerina les a tous trahis. Elle était la seule à qui Yuri a tout raconté.
Au moment où le père de Yuri a quitté Briolle, les invasions impitoyables de l'Empire ont commencé. Le prince espérait que cette étrange coïncidence s'avérerait finalement n'être qu'une coïncidence. Mais la réponse à la lettre qu'il avait à peine réussi à envoyer à Caterina fut le mot « Plast chamayas fanere, on te pardonne-moi ». Yuri ne reçut que de la déception. Cette nuit-là, lorsque l'Empire a attaqué Briolle et que le frère aîné de Yuri a été tué, les soldats impériaux ont trouvé le prince lui-même. S'ils avaient capturé Yuri, alors Briolle aurait été fini. Le prince a combattu les soldats impériaux pendant longtemps, mais ils n'en ont pas eu la fin. Le gars a tué les ennemis les uns après les autres, se lançant dans la bataille encore et encore. Il part un coup puissant et attrape l'ennemi avec son regard, fixant son attention avec tension avant la prochaine attaque décisive. Il part l'attaque la plus puissante de l'ennemi. Yuri est concentré, les muscles tendus, prêts à asséner une riposte mortelle. Yuri serra les dents, des gouttes de sueur coulèrent sur son visage, une flamme claire de détermination dans ses yeux, il était prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Il fait un puissant coup d'épée, jetant l'ennemi de côté, un mouvement précis, une armure brisée. Yuri ne cède pas à la faiblesse même dans les flammes de la bataille. Il délivre un coup de revers époustouflant, en voyant l'ennemi s'écraser au sol, des étincelles jaillissant et un bruit fort, le contrôle absolu de Yuri à l'épicentre du combat. Yuri se retourne brusquement, d'autres ennemis apparaissent donc derrière lui, leurs ombres sur le fond du feu le font immédiatement se tendre. Avec une cruauté aiguë et un sourire froid sur leur visage, les guerriers de l'Empire s'approchèrent lentement de Yuri, comme s'ils sentaient une proie facile. Yuri se figea avec une goutte de sueur sur la joue, il réalisa que cette fois, sortir serait beaucoup plus difficile qu'avant. Yuri regarda le sol avec difficulté, apparemment c'est ainsi que tout se terminerait, sans pathos, juste dans la poussière et les fissures de la pierre. Le prince entre en colère. D'un coup puissant, il coupe l'ennemi en l'air, un sifflement d'acier et un cri de douleur. Yuri se fige un instant, l'épée lui échappe des mains et l'ennemi la brandit déjà au-dessus de lui. Tout ne tient plus qu'à un fil. Et soudain, comme le tonnerre au milieu de la bataille, l'ennemi tombe, transpercé par derrière par Roland, apparu au moment le plus critique. Roland, s'effondrant devant l'ennemi, serra les dents de douleur et, rassemblant ses dernières temps forces, demanda au prince de courir sauver son Altesse. Le prince Briolle se figea, ses yeux remplis de rage et de douleur. Son cœur semblait déchiré par le nom qu'il ne voulait pas perdre. Il tente d'emmener le prince blessé loin du champ de bataille. Les soldats paniqués le supplient de battre en retraite, car le sort de tout Briolle dépend de lui. Le prince Briolle serra les dents, mais son regard était plein de douleur. Il comprenait qu'il devait partir maintenant, même s'il ne le voulait pas. Le manteau flottait derrière lui, tandis que le prince de Briolle s'enfuyait, les cris des ennemis derrière lui ordonnant qu'il soit capturé. Le matin arriva. Les rayons du soleil percèrent le feuillage et un détachement d'ennemis ratissait les environs, insistant résolument sur le fait qu'il ne pouvait pas aller loin. Le prince Briolle, caché dans l'entrepôt, était assis à l'ombre des caisses, le cœur battant dans ses oreilles. Mais il savait que se cacher n'était plus une option. Avec une larme sur la joue et un regard plein de désespoir, le prince réalisa qu'il avait besoin d'un miracle pour percer et survivre dans ce chaos. Le prince pensa à son père, qui n'était jamais revenu, et au fond de lui, Yuri commença à réaliser que c'était probablement déjà fini pour lui. Dans l'obscurité de l'entrepôt, une porte s'ouvrit brusquement et, dans un rayon de lumière, un soldat apparut devant le prince. Le visage de l'étranger était calme, mais imprévisible. Yuri tomba au sol, essoufflé, tandis que le soldat s'approchait lentement. Une pensée lui traversa l'esprit. S'il mourait ici, Briolle tomberait avec lui. Le prince Briolle tomba à genoux, serra les poings et baissa la tête en se mordant la lèvre. Pour la première fois, il demanda grâce, afin qu'il puisse survivre pour le bien du pays. Serrant le poing jusqu'à le faire trembler, le prince se souvint des chevaliers de Briolle qui étaient morts pour lui. Sa voix se brisa, mais il essaya quand même de dire quelque chose. Pendant que le prince était à genoux, le soldat prononça calmement la sentence. L'Empire paiera pour tous ses péchés et il n'y aura pas de pitié. Le soldat, désobéissant aux ordres, libéra le prince Briolle, lui permettant de s'échapper avant l'arrivée des troupes impériales. Le prince Briolle se précipita à travers la forêt, épuisé mais déterminé à se sauver à tout prix. Le prince serra les dents de douleur et de colère. Le seul but dans son cœur était de survivre afin de restaurer Briolle et de punir l'Empire. Cependant, tout cela n'était en rien d'autre qu'une bravade enfantine, mais la réalité s'est avérée cruelle. Finalement, tout le monde est mort. Quel était le sens de tout ce bain de sang ? Ce type n'arrivait même pas à trouver une raison à tout cela. Oui, Yuri a pris l'épée dans ses mains afin de se punir, quand un jour quelqu'un apparaîtra qui pourra le tuer.
Après un certain temps, ils ont dit que le gars cherchait un endroit où mourir, pensez-y. C'est la raison pour laquelle il se précipite si férocement dans les batailles les plus dangereuses. Il fait constamment des accusations imprudentes juste pour se détendre, et tout ce qu'il peut dire, ce sont des tentatives de suicide. Il est égocentrique jusqu'à la toute fin. Mais la mort pour quelqu'un comme le prince Yuri est une fin trop belle. Tous ceux qui connaissent trop son passé sont morts depuis longtemps. Cette fois, un chevalier se tenait devant Yuri avec le regard d'un homme qui voulait le tuer. Il a dit que tout ce qui lui était arrivé avait été fait pour Yuri et sa famille. Un chevalier en armure sombre, aux yeux brillants, affirme que le prince est responsable de tout. Dans les murmures à travers le casque et dans le visage défiguré, Yuri reconnaît sans équivoque Roland comme celui qu'il connaissait autrefois, mais il est mort à ce moment-là. La raison pour laquelle Briolle est tombé aux mains de l'Empire était à cause du serment d'honneur de la famille Flanders, qui avait servi la famille royale pendant tout ce temps. À cause de cela, le sens de la dignité et de la foi de Roland s'est effondré du jour au lendemain, et celui qui était mort depuis longtemps est revenu sous la forme d'un fantôme, juste pour remettre en question ses erreurs et ses péchés. Yuri pensait qu'il se sentirait mieux après sa mort, mais cette foutue culpabilité pèse sur lui-même au dernier instant de sa vie. L'héritier de Briolle ne renoncera jamais à son honneur. Même après la mort, a rappelé Yuri les paroles de son père avant sa mort. Yuri s'est réveillé à l'appel de son père au lit. Il n'était qu'un garçon. Son père mâchait pour lui, il n'avait pas ouvert les yeux depuis 3 jours. Le garçon ne comprenait pas comment son père mort pouvait être ici, à proximité. Il pensait déjà avoir atterri en enfer. Mais que faisait son père ici? Pour un homme qui parlait tant d'honneur, il avait vécu une vie très supportable. Après ces mots, le père donna une tape sur la nuque du garçon, lui demandant de quelle bêtise il parlait. Le garçon a demandé à son père si même en enfer, il ne pourrait pas se débarrasser de cette habitude. Soudain, Yuri vit une belle journée à travers la fenêtre et des gens se promenant dans le jardin. Mais comment, si c'est l'enfer, alors il doit y avoir des pécheurs et une flamme terrifiante de purification. Le diable devrait le tourmenter et se moquer de lui. Mais ici, tout est différent. Arrête, mais si ce n'est pas l'enfer, alors a-t-il fini au paradis ? Non, c'est impossible, pensa Yuri, avant de s'évanouir à nouveau. Au début, Yuri pensait que c'était un rêve, ou un souvenir à long terme. Mais peu importe ses efforts, il ne parvenait ni à se réveiller, ni à voir la fin du monde. Au lieu de cela, les vieux souvenirs qui se trouvaient dans les recoins de sa mémoire continuaient à se répéter. Il ne pouvait s'empêcher de reconnaître le fait qu'il était revenu dans le passé. Au printemps de cette année-là, il a eu 13 ans. Et cette nouvelle chance l'a rendu très heureux. Un autre matin du passé est arrivé et Yuri, qui était revenu dans le passé, a décidé de s'entraîner pour perfectionner ses compétences à l'épée. Il ne pouvait pas laisser tout se reproduire. Lorsqu'il se leva, il demanda à la femme de chambre de lui donner rapidement ses vêtements, ou plutôt ses affaires de douche. La jeune fille a essayé très fort de calmer le jeune prince, mais il devait d'abord au moins se laver le visage. Le garçon a commencé à se souvenir de la mort de sa servante Henna. Il a vu le corps ensanglanté de la fille, gisant là. Puis il se tourna vers elle et lui demanda de le gifler. Non, 3 bonnes gifles. Mais pour la jeune fille, c'était de la haute trahison. Yuri a commencé à assurer Henna que ce n'était pas une trahison s'il demandait à le faire lui-même. Il s'agit de Yuri Briolle. Il doit tenir le serment qu'il a fait autrefois. Après un certain temps, le garçon, avec sa joue déjà gonflée par les gifles, se tenait dans la rue et s'entraînait. Il oublia qu'Henna était très forte. Yuri trouvait très étrange que personne ne lui ait même proposé d'appliquer une pommade sur sa joue. Même Bernard, le maître de l'épée, n'a pas dit un mot sur son insolence. Il s'est juste battu avec le garçon sans même souligner ses erreurs. Quand Bernard a commencé à s'entraîner avec lui, parce qu'avant l'entraîneur lui faisait toujours remarquer ses erreurs, mais maintenant tout est différent. Bernard a rapporté au père de Yuri que le garçon était plutôt doué en matière d'intelligence. Mais si le prince avait été un peu plus sincère, il aurait été une bénédiction pour Briolle. Et Yuri se souvenait que c'est à partir du moment où son entraîneur avait commencé à tout rapporter à son père qu'ils avaient commencé à s'entraîner parce qu'ils ne parvenaient à se mettre d'accord sur rien pendant l'entraînement. En entendant que Yuri était devenu plus paresseux et avait cessé de faire des efforts, Bernard a cessé de donner des conseils au garçon. Mais à partir d'aujourd'hui, tout devrait être différent. Yuri a demandé à son entraîneur Bernard de lui donner des cours normaux. Lui, Yuri Briolle, s'entraînera correctement à partir de maintenant. L'entraîneur n'a pas compris ce qui était arrivé au garçon, mais a accepté de l'entraîner correctement. À partir de ce moment, ils vont commencer un véritable entraînement. Bernard était même enflammé par le fait que le garçon veuille apprendre. Le coach attaqua Yuri, mais le garçon ne parvint pas à le suivre. Avant l'arrivée de Bernard à Briolle, il était connu sous le nom de démon de l'épée.
Après avoir terminé l'entraînement, le garçon gisait épuisé sur le sol. Maintenant, il comprenait ce qu'était l'entraînement correct avec le démon de l'épée Bernard. Si Yuri n'avait pas été un mercenaire dans sa vie passée, il aurait été beaucoup plus difficile et pire pour lui de faire face à un tel entraînement. Même si c'est un peu fatigant, avec ce genre d'entraînement, ses capacités s'améliorent beaucoup plus vite, ce qui n'est pas mal du tout. Bernard ne resta pas non plus à l'écart après l'entraînement. Il regarda le garçon allongé sur le sol et ne comprit pas comment cette couronne pouvait repousser toutes ses attaques si l'entraînement avait été trop faible jusqu'à présent. À ce moment-là, Enna, la servante du garçon, accourut au terrain d'entraînement. Elle était venue chercher Yuri. Il était temps pour lui de s'arrêter, Sa Majesté réclamant la présence du garçon. Le garçon demanda pourquoi son père l'appelait et demandait sa présence, mais la fille répondit que le comte Johannes avait amené son fils. Le fils de Johannes est celui qui a trahi le royaume et donné une chance à l'Empire dans la vie passée du prince Yuri. Son nom était God Barvar, et c'était lui qui était le chef qui a attaqué Yuri par derrière lorsque les soldats impériaux ont essayé de le tuer un par un. Yuri, entendant que le fils du comte était maintenant ici, tout près de lui, devint furieux et demanda à Enna où se trouvait ce salaud maintenant. Le garçon changea rapidement de vêtements et se rendit au réfectoire, comme son père l'avait ordonné. Il s'assit, le visage imperturbable, et mangea sa viande. Le troisième prince avait tellement changé qu'il était devenu beaucoup plus intelligent, remarqua le comte Johannes. Mais le père de Yuri a seulement dit que le garçon semblait avoir pris les mauvaises pilules. Le comte Johannes s'y opposa et déclara que si de telles pilules existaient, il aimerait les donner à son fils. Il avait encore du travail à faire. Le troisième prince de Briolle était assis en colère à la table et regardait le jeune Goth avec un regard comme s'il était prêt à l'attaquer maintenant. Le frère aîné de Yuri a demandé si lui et Goth s'étaient disputés, mais le troisième prince a répondu que Goth lui avait planté un couteau dans le dos. Le frère aîné de Joshua, en entendant ces mots, ne fit que rire, et que fera notre tout-puissant Yuri Briolle. À ce moment-là, Yuri observait toujours le fils du comte Johannes et remarqua que le garçon avait l'air normal. Mais en réalité, il pense maintenant qu'il n'a absolument pas changé, puisqu'il s'adapte à l'humeur des autres. Le jeune prince décida que cette fois, il ne ferait rien, qu'il laisserait tout tel quel, tout pour Goth. Le garçon devait maintenant se contrôler. Cette vie ne se déroulera pas de la même manière honteuse que le passé. Si vous y réfléchissez, à cette époque, Yuri s'est battu avec Goth. Peut-être a-t-il décidé de trahir Yuri parce qu'il était offensé par lui. À partir de ce jour-là, Yuri et Goth se promenaient dans l'arrière-cour lorsque le prince jeta une épée en bois dans les mains de Goth. Il avait entendu dire que Goth était très doué avec une épée. Yuri a dit à son petit rival que le royaume n'avait pas besoin de chevaliers faibles, mais Goth n'était pas un chevalier officiel. Yuri a essayé de faire en sorte que Goth se sente honoré. Ne serait-il pas un chevalier qui sert ce royaume ? Goth répondit que oui, c'était vrai, puis Yuri lui proposa un duel, attaquant Goth de manière inattendue. Une attaque surprise, quelle lâcheté. Le troisième prince devrait être noble, mais il a attaqué par derrière. Alors que Goth était déjà allongé sur le sol, Yuri s'est approché de lui avec un bâton dans les mains et a dit que dans sa vie passée, Goth avait utilisé l'honneur de son père pour vendre des informations à l'Empire. Le père de Goth est un comte magnifique et un chevalier respectable, sinon il n'aurait pas autant de titres, dit Yuri au garçon allongé sur le sol et ne comprenant rien. Yuri tendit une main secourable à Goth et lui dit qu'il savait que Goth ne cherchait qu'à survivre, mais que cette fois, il resterait ferme sur la terre de Briolle. Yuri ne pouvait permettre à aucun chevalier, y compris lui-même, de s'opposer à elle. Tendant une main secourable, Yuri dit à Goth de réfléchir à ses paroles et d'essayer de comprendre l'essence de la situation. Joshua, qui regardait le combat depuis la ligne de touche, est arrivé par derrière et a dit que c'était inspirant, Yuri se bat vraiment bien. Mais Joshua pensait-il vraiment que Yuri perdrait ce combat contre Goth ? Pour qui son frère aîné le prend-il ? Sait-il seulement qui est Yuri ? Josué répondit que Yuri était le pire idiot et escroc qui ait jamais existé dans le royaume. Mais ce que Yuri a dit, c'est qu'il n'est plus comme ça et Joshua devrait également arrêter de causer des problèmes. Joshua ne comprenait pas depuis quand Yuri avait autant changé, qu'il s'était cogné la tête si fort. Après une autre séance d'entraînement en soirée, le gaz était à nouveau allongé sur le sol, et à côté de lui se tenait l'entraîneur Bernard. Bravo, Yuri devrait terminer son entraînement aujourd'hui. Bernard pense que Yuri est prêt à apprendre la méthode de contrôle du mana. Yuri fut inspiré par ces mots, il comprit que Bernard allait lui apprendre son contrôle. Mais Bernard a déclaré que son contrôle n'est pas si bon compte tenu du potentiel du garçon, il doit apprendre la méthode Briolle. La méthode de Briolle est la meilleure méthode de contrôle, très propre et efficace. Yuri a étudié cette méthode dans sa vie antérieure et l'a maîtrisée en atelier.
Yuri a ensuite demandé à Bernard de lui recommander l'un des chevaliers en fonction de son potentiel et non de ses compétences. Le jeune directeur se souvint qu'il y avait une technique qu'il n'avait même pas essayé d'étudier dans ses vies passées. Ces mots ont fait réfléchir Bernard très fortement. Si l'on se basait uniquement sur le potentiel, alors Gérald serait un très bon match pour Yuri. Dans ses pensées, Bernard se basait strictement uniquement sur le potentiel, mais Yuri a été surpris par le choix de l'entraîneur. Avant la régression, Yuri n'a rencontré Gérald que vers la fin de la guerre, il avait de très bonnes compétences. Le troisième prince fut surpris que Gérald ait pu survivre si longtemps avec eux, son potentiel était vraiment spécial. Gérald était constamment en colère parce qu'il aurait pu être beaucoup plus fort s'il s'était entraîné davantage. Maintenant, Yuri comprenait pourquoi Gérald était en colère contre lui-même, car ayant un potentiel si spécial, Gérald ne l'avait pas aiguisé. Et à ce moment-là, lorsque la guerre a commencé, ils étaient tous les deux encore stupides. Après réflexion, Yuri réalisa qu'il avait besoin de Gérald et qu'il devait rencontrer ce fainéant. Yuri lui expliquerait tout. Yuri s'est immédiatement rendu dans la salle d'entraînement de Gérald pour voir si tout allait bien pour lui. L'entraîneur de Gérald a dit que, bien sûr, les choses ne sont pas aussi bonnes que celles de Yuri, mais il travaille dur et y travaille. Le garçon a immédiatement demandé où était Gérald. En regardant en bas, il a vu des combattants très enthousiastes qui s'entraînaient sans relâche. L'entraîneur a immédiatement montré le nouveau venu Gérald au garçon, et il a immédiatement compris de quoi Bernard parlait. L'entraînement doit être basé sur le désir d'améliorer ses compétences. Mais Gérald faisait exactement ce qu'il fallait. À ce rythme, il allait bientôt perdre du terrain. Yuri a demandé à Sir Russo de lui apporter une épée en bois. Le jeune prince voulait se joindre au combat. Le garçon désigna du doigt ce sale petit Gérald, qui ne voulait pas en faire plus que nécessaire. Le combat était censé avoir lieu avec lui. Ici, les deux adversaires sont déjà debout l'un en face de l'autre. Yuri dit à Gérald qu'il a entendu à quel point il est très doué. Le jeune prince demande si cela serait un problème pour Gérald de lui montrer de quoi il est fait, ce à quoi Gérald accepte immédiatement. Dans ce cas, le combat a commencé, au cours duquel Yuri s'est rendu compte que Gérald ne voulait faire aucun mouvement inutile. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Gérald se rend compte que les mouvements du garçon sont anormalement cohérents, comme si le jeune prince s'adaptait délibérément à son rythme. Ce n'est pas si drôle, c'est comme s'il jouait un juste, alors maintenant devrait-il devenir plus sérieux ? Gérald bloque soudainement l'attaque du jeune prince, et Yuri se rend compte que Gérald a après tout des réflexes animaux. Yuri voulait augmenter progressivement le tempo, mais rien n'a fonctionné. Même en considérant son passé, Gérald est toujours un très bon chevalier, Yuri pensait pouvoir le vaincre. Et pourtant le jeune prince doit frapper Gérald au moins une fois, il fait un sprint rapide et frappe son adversaire avec son épée en bois. Cette attaque l'a réellement touché, tout le monde a loué le garçon, son Altesse était magnifique. À ce moment-là, Gérald se rend compte qu'il est dans le rôle de l'attaquant, mais il a l'impression que c'est lui qui a été acculé, et il y a aussi ce ridicule parmi les autres chevaliers. Il en avait assez de cette attitude et décida d'utiliser la méthode de contrôle du mana pour attaquer le troisième prince. En attaquant, il a presque tué le jeune prince Yuri, mais heureusement, tout s'est terminé par quelques mèches de cheveux coupées. Gérald se ressaisit juste à temps et empêcha une attaque qui aurait pu être fatale. Il avait très peur pour le jeune prince. Toutes les personnes présentes dans la salle étaient très préoccupées par l'état du jeune prince, mais il a également déclaré que tout allait bien, que c'était la première fois qu'il voyait Unslin du sparring. Yuri a tiré un bandage sur la coupure sur son front et a demandé à Gérald de ramasser son épée pour qu'il puisse continuer à s'entraîner. Maintenant, le combat est vraiment amusant, il n'y a aucune raison de s'arrêter maintenant. Lors du combat suivant, Gérald réalise que le prince est très différent de lui, à l'extrême. Le prince repousse ses limites. Le sang de Gérald commença à bouillir, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, même lorsqu'il s'entraînait avec des adversaires plus forts. Eh bien, ce jeune prince fait grandir en lui un certain sentiment. Gérald a de nouveau utilisé la méthode de contrôle du mana contre le prince, mais cette fois, il a fait tomber l'épée des mains du prince, mettant fin au combat. Yuri a dit à Gérald qu'il avait réalisé quelque chose alors qu'il lui tendait la main, c'était un bon combat. Gérald s'est rendu compte que Yuri avait fait preuve d'une forte détermination et d'une persévérance qu'il n'avait jamais vues auparavant. Comment un si jeune prince peut-il être si déterminé et persistant, ou a-t-il acquis autant de compétences en matière de combat ? Gérald serra très fort la main du garçon en repensant à tout cela. Soudain, il réalisa que c'était lui qui avait fait saigner le prince, et il décida de rester planté là, sans rien faire. Hier, il s'est retourné et a couru partout où ses yeux se posaient hantes. C'était juste une erreur, il ne voulait pas faire de mal au prince. Une fois le combat terminé, le prince retomba au sol, épuisé, bien que tout le monde cria depuis le balcon que son Altesse était tout simplement magnifique.
Il s'avère que le capitaine des chevaliers Briola Saind regardait le combat de Gérald et Yuri tout le temps. Quelques jours plus tard, Yuri attendait la fin du service de Gérald pour pouvoir l'emmener quelque part. Gérald a trouvé des excuses et n'a pas voulu y aller, prétextant que tout cela était dû au fait qu'il avait besoin de s'entraîner. Yuri a dit à Gérald qu'il semblait avoir mis de l'ordre dans ses pensées et que tout cela était grâce à lui, donc Gérald était désormais redevable à Yuri. Le jeune prince comprit que Gérald s'investissait désormais pleinement. Même si ce n'était pas encore suffisant, pour l'instant, c'était largement suffisant. Gérald était curieux de savoir où Yuri l'emmenait, mais le jeune directeur lui a demandé de rester silencieux et de le suivre. Le jeune principe a également fait appel à l'aide du même magicien royal Briol Hernando. Hernando a également décliné l'offre, affirmant qu'il serait heureux d'aider, mais qu'il avait des questions urgentes. Yuri savait où insister et comment convaincre Hernando de les suivre. Il dit qu'il pardonnerait au magot royal sa dette de carte de crédit. Si Hernando les accompagne, le jeune prince pardonnera absolument tout ce que le magicien lui a perdu. Yuri a insisté sur la pitié et lui a demandé s'il avait déjà menti, ce à quoi Hernando a répondu qu'il ne l'avait pas fait en dehors de la maison de jeu. Mais Hernando voulait dire qu'il n'avait jamais vu Yuri en dehors d'une maison de jeu. Yuri pâlit. Était-il vraiment comme ça ? Peu importe, Yuri était prêt à pardonner la dette d'Hernando. Alors le magicien royal a dû arrêter de discuter et le suivre. Eh bien, puisque cela arrivait, Hernando voulait que Yuri le certifie par écrit. Voilà donc ce que valent les paroles du troisième prince de Briol, pensa Yuri. Il se retourna brusquement, pointa Gérald du doigt et dit qu'il se portait garant de lui. Yuri voulait que Gérald témoigne de ses paroles. Paroles de Yuri Briol. Eh bien, maintenant que Gérald était devenu le garant des paroles de Yuri, le magicien était prêt à les accompagner. Mais où iront-ils exactement ? Leur équipe comprend un chevalier, un magicien et un petit prince. Yuri a révélé son plan et a dit aux deux qu'ils allaient à la montagne de l'épée. Désormais, ils vont piller le donjon du géniteur. Le magicien royal Hernando ne savait même pas qu'il y avait un tel passage sous le palais royal. Gérald était curieux de savoir ce qu'il y avait au bout de cette grotte. Il marchait le premier de la file. Yuri a dit que cette grotte mène directement à la montagne de l'épée et qu'au bout, la montagne elle-même les attend. Sword Mountain est un endroit où seules les légendes sur le fondateur subsistent. Dans la vie passée de Yuri, après que Briol ait été capturé par l'Empire, ils ont trouvé un donjon caché à l'intérieur de la montagne de l'épée. La relique cachée a été retrouvée sur la montagne de l'épée. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'héritage du fondateur de Briol. Yuri l'a lu dans le journal. Les impériaux firent alors grand bruit en prétendant avoir découvert cet héritage du fondateur de Briol. Cependant, ce passage était une retraite désespérée pour Yuri. À cause de cela, Yuri n'a pas pu prendre l'héritage de Briol pour lui-même, et il est tombé entre les mains de l'Empire, mais maintenant, en comparaison avec le passé, quand il s'enfuyait simplement. Dans cette vie, Yuri avance inlassablement, non pas vers le passé, mais vers un avenir radieux. C'est vrai, Yuri verra par lui-même quel héritage les fondateurs de Briol et ses ancêtres ont laissé derrière eux. Lorsqu'ils atteignirent le bout de la grotte et émergèrent dans un magnifique jardin sur la montagne de l'épée, ils réalisèrent qu'ils auraient également besoin d'une clé pour ouvrir la porte de l'artefact. Hernando s'est intéressé à l'endroit où Yuri allait trouver la clé de cette porte. Yuri répondit que la clé était dans un coin, comme dans sa vie passée. Le type ne savait alors pas à quoi elle servait et la paya cher. Alors que les garçons se frayaient un chemin à travers le jardin sur la montagne, Hernando s'est blessé sur la végétation épineuse. Yuri leur a demandé de simplement le suivre et d'essayer de ne plus se blesser. Gérald et Hernando ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas chez le garçon. Peut-être qu'il avait mangé quelque chose de mal. Yuri avait déjà fait beaucoup plus loin et demanda à ces deux-là s'ils venaient et ce qu'ils attendaient, ce à quoi ses deux assistants répondirent qu'ils couraient en déjà. Une meute de loups terribles attendait les gars devant, ils se déplacent en groupe, il y en a probablement encore plus ici. Yuri a dit aux autres qu'il avait lu cela dans un livre, sinon il n'aurait pas su tout cela. Le magicien Hernando commença à reculer, proposant de passer rapidement avant que les loups ne les remarquent, mais il marcha alors sur une brindille et un craquement traversa toute la forêt. Les loups ont immédiatement attaqué les trois alors que Hernando s'excusait déjà pour sa maladresse. Gérald ne perdit pas beaucoup de temps et, d'un coup rapide d'épée, sauva sur Hernando. Yuri évalua la situation et réalisa que Gérald savait que la fourrure du loup était rêche et qu'il utilisait donc le contrôle du mana. Gérald était un bon garçon. Mais il y a un autre problème. Maintenant, le chef des loups a jeté son dévolu sur eux et ils ne peuvent plus partir aussi facilement. Le chef des loups hurla pour appeler le reste de la meute de loups à l'aide dans la bataille contre ces trois voyous. Les loups ont instantanément encerclé les garçons avec leur meute. Gérald se tenait devant et était prêt à riposter.
Il a demandé aux deux autres de ne pas le quitter un seul instant afin qu'il puisse les protéger. Gérald s'est très bien battu, comme on pouvait s'y attendre de la part du capitaine des chevaliers de Briolle. Il est vraiment doué. Mais malgré cela, Gérald a encore beaucoup à apprendre pour devenir plus fort. Il semble que le moment soit venu pour Hernando de montrer ses capacités, en lesquelles Sa Majesté, le père de Yuri, croit. Yuri fait vraiment bon usage du mage de combat de Briolle, Hernando. Soudain, le coup d'épée de Gérald sur le loup fut suivi d'une attaque enflammée d'Hernando. Yuri ne savait vraiment pas qu'il y aurait d'autres monstres sur la montagne, en plus des loups terribles. À cause de cela, l'équipe a été retardée pendant longtemps dans la forêt. Mais maintenant, enfin, ils sont ici, au sommet de Sword Mountain. Gérald doutait qu'ils soient vraiment là, il n'y avait rien ici, sans parler d'un quelconque héritage. Yuri était absolument sûr que l'héritage se trouvait ici même. Il devrait y avoir quelque chose ici qui ressemble à une épée, et ils doivent retirer cette chose du sol. Gérald a demandé à Sir Hernando de l'aider à déterrer la poignée de l'épée. Mais Hernando a refusé, invoquant le fait que les magiciens ne peuvent pas se blesser les mains. Lorsque l'épée fut déjà déterrée, Gérald remarqua que cette épée ne ressemblait pas à celle qui avait été enterrée il y a longtemps. Elle semblait neuve. Eh bien, pourrait-ce vraiment être l'épée considérée comme l'héritage du fondateur ? Yuri n'était pas entièrement sûr qu'il s'agissait de la même épée, car sur la lame de l'épée était écrit le coupable, comme si l'épée avait été préparée spécifiquement pour lui. Soudain, tout autour trembla, tout commença à s'effondrer, et il semblait que les gars allaient maintenant découvrir si c'était l'épée ou non. À la suite de la secousse, les gars sont tombés dans une sorte de grotte, au bout de laquelle un énorme cristal était visible. Yuri est tombé sur Gérald, et Gérald a protégé son corps avec le contrôle du mana pendant qu'il tombait, c'est impressionnant. Hernando, utilisant la magie, descendit calmement dans la grotte. Elle s'avéra être beaucoup plus profonde qu'il ne le pensait. Yuri dit d'une voix menaçante qu'Hernando n'avait pas du tout pensé à protéger le prince, et s'était protégé lui-même. Hernando pensait que c'était vraiment nécessaire, mais dans une telle situation, il était incapable de se concentrer correctement. Soudain, Hernando entendit un bruit derrière lui. Il venait de la direction du cristal qui se trouvait au bout du couloir. Lorsqu'il se retourna pour voir ce qui se passait et quel était ce bruit, il vit une sorte de créature qui était enlacée avec une flamme rouge de pouvoir. Mais quand Hernando lui raconta ce qui se passait derrière lui, Yuri ne le crut pas, disant que si le magicien voulait changer de sujet, cela ne fonctionnerait pas avec lui. Mais il y avait vraiment un fantôme derrière lui, et quand Yuri s'est retourné, il était abasourdi. Au bout du couloir, il y avait vraiment le fantôme d'un chevalier qui se dirigeait déjà dans leur direction. Yuri reconnut le fantôme comme étant le chevalier de la mort et demanda à Gérald de se ressaisir rapidement et de se lever enfin. Lorsque Gérald se leva, il n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits et ne comprenait pas où il se trouvait ni quel genre de créature se dirigeait vers eux. Il venait de se lever, n'avait pas vraiment repris ses esprits, mais avait immédiatement demandé à son Altesse Yuri de s'écarter. Il voulait s'occuper lui-même du chevalier de la mort. Yuri évalua la situation et se demanda quel était le nom de ce chevalier. Il s'agissait simplement d'un chevalier revenu d'entre les morts. Si un chevalier meurt et renaît en tant que chevalier de la mort, il devient plus fort qu'il ne l'était de son vivant. Cependant, tout va bien. Il n'est pas dangereux, dit Yuri et commença à s'approcher du chevalier plus près. Gérald fut stupéfait lorsque le jeune prince réalisa que le chevalier n'était pas dangereux. L'instinct de Yuri le lui disait. Il était impossible que le chevalier gardant le donjon des ancêtres combatte Yuri, un homme de la même lignée. Au moment où Yuri s'est approché du chevalier, il a sorti son épée et tout le monde a pensé que le prince était en danger. Mais le fantôme a enfoncé son épée dans le sol. Hernando a crié que la tête du prince avait été coupée en deux. Mais Yuri s'est retourné et lui a demandé de surveiller son langage. Alors Hernando se corrigea et dit que les cheveux du prince avaient été coupés en deux, mais que tout allait bien pour le prince. Le fantôme, après avoir vu que Yuri ne bougeait pas de son coup d'épée, a dit que le prince avait le même comportement suffisant qu'Éric Briolle. Éric Briolle, c'est le nom de l'homme que tous les habitants de Briolle connaissent, un maître d'épée qui a conquis un continent entier en utilisant uniquement une épée. Aussi Éric Briolle, l'ancêtre de Briolle, le pays des chevaliers, est son premier roi. Yuri a demandé au chevalier de la mort s'il était le premier à venir ici, ce à quoi le chevalier a répondu par l'affirmative. Le fantôme a également dit que s'il n'était pas un descendant de Briolle, il n'aurait pas pu soulever cette épée. Il s'agit donc de la même épée inégalée que l'ancêtre utilisait. Le fantôme ne comprenait pas l'expression sur le visage du garçon. Pourquoi il regardait cette épée si étrangement, comme d'en haut ? Yuri a répondu qu'il se sentait simplement coupable d'avoir récupéré les affaires de quelqu'un d'autre. Le fantôme a demandé au descendant de Briolle, Yuri, d'indiquer la raison pour laquelle il est venu ici.
Le garçon a révélé qu'il était Yuri Briol, le troisième prince de Briol de cette époque et un descendant d'Éric Briol, et a demandé de lui transmettre l'héritage d'Éric. Le chevalier de la mort s'est détourné et est parti à la poursuite de l'héritage. Puisque le moment est venu, il pense qu'il doit accomplir sa mission. Le fantôme du chevalier de la mort était censé donner à Yuri ce qu'il voulait. Gérald pensa que cela ne pouvait pas être possible. Ils arrivèrent au donjon de l'ancêtre Briol et parlèrent au chevalier de la mort. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé la vie dans les rangs des chevaliers du roi. Soudain, Yuri a demandé à Gérald ce qu'il faisait et pourquoi il ne les accompagnait pas. À ce moment-là, Gérald commença à avoir diverses visions du passé de Yuri. Il pensait qu'il commençait à voir toutes sortes d'absurdités, reprit ses esprits et courut après ses camarades. Alors que les trois s'approchaient tant du cristal, celui-ci commença à émettre une lumière bleue brillante, et le chevalier dit qu'il espérait que Yuri et les autres en valèrent la peine. Soudain, Yuri se retrouva dans une sorte de désert, et devant lui se tenait la silhouette blanche d'une sorte d'homme. Yuri supposa que l'ancêtre se tenait devant lui. Mais devant lui, il n'y avait aucune personne, cette silhouette blanche attaqua immédiatement Yuri. Alors que Yuri repoussait l'attaque, il réalisa que la silhouette debout devant lui utilisait une méthode de contrôle du mana, tout comme Gérald. Ce clone blanc a montré au prince comment utiliser la méthode de contrôle du mana, c'était les bases. Silhouette voulait que Yuri répète l'attaque qu'il venait de réaliser. Yuri s'est rendu compte que son ancêtre était vraiment fou, entraînant quelqu'un à une méthode de contrôle du mana alors qu'il ne l'avait pas encore apprise, et même pendant un combat. Seul quelqu'un qui vit sa seconde vie peut y parvenir. Yuri a essayé et a commencé à réussir. Il était clair que Yuri ne comprenait pas tout à fait, mais il était prêt à essayer ce qu'il avait accompli au combat. Le jeune prince Yuri devait devenir aussi fort que possible, le plus rapidement possible. Dans un futur proche, l'Empire montrerait sa cupidité et prendrait le contrôle de Briol. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Yuri était prêt à tout pour détruire l'Empire et empêcher leur plan de capturer Briol de se réaliser. Cette fois, le troisième prince de Briol n'a pas été autorisé à commettre les mêmes erreurs qu'auparavant, juste au moment où la vie lui a donné une seconde chance. Yuri a dû faire des compétences d'épée d'Éric Briol, ses propres compétences. À ce moment-là, Gérald entra dans la salle d'entraînement et des poupées d'entraînement se tenaient devant lui. L'épéiste s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre ici et l'a appelé, lui disant de sortir et de ne pas se cacher. Son ennemi était derrière lui, debout et regardant calmement Gérald et attendant qu'il se retourne. Lorsque l'épéiste Gérald se retourna, il vit son reflet dans le visage de l'ennemi. Il réalisa qu'il s'agissait des épreuves du chevalier de la mort. Il s'intéressait à savoir si son adversaire, qui lui ressemblait, s'appelait également Gérald ou non. Le double de Gérald lui a conseillé de ne pas lutter contre le destin. N'est-il pas devenu chevalier pour vivre une vie confortable? Il a également conseillé à Gérald de rester loin du troisième prince. Sinon, il deviendra malheureux s'il continue à lutter contre le destin. Gérald aurait été d'accord avec lui s'il avait été l'ancien Gérald, mais maintenant il était un homme changé. Après cette séance d'entraînement avec Yuri sur le terrain d'entraînement, Gérald s'est rendu compte qu'il s'ennuyait vraiment de tant d'ostentation. Mais son double ne comprendra certainement pas cela, car il n'est pas réel. Le sosie a affirmé que Gérald ne pouvait pas remonter le temps et empêcher ce qu'il avait fait. Penser à ce que Gérald avait fait ne faisait que le distraire du présent, de ce qui se passait maintenant. Le double de Gérald n'a pas aimé la réponse et a décidé d'attaquer l'épéiste, mais son attaque était si prévisible que Gérald l'a facilement parée. Son double utilisait l'épée, la concentrant sur la défense afin d'éviter toutes sortes de risques. Gérald commença à réaliser que son ancien moi avait en effet été un adversaire ennuyeux au combat. Lorsque Gérald a pu attaquer son clone, il a vu une sorte de ruisseau de boue en sortir. Il réalisa que bien sûr la deuxième phase devait suivre. La créature avait grandi jusqu'à une taille étonnante. Gérald pensait que le prince était probablement lui aussi dans le feu de la bataille maintenant. Il espérait que Yuri ne perdrait pas le combat. À ce moment-là, le prince gisait déjà, battu et épuisé, près du rocher. Son rival l'avait presque vaincu. Le clone blanc a utilisé une attaque puissante contre le jeune prince, et cela a presque entraîné de graves conséquences pour Yuri. Mais au moment de l'impact, Yuri a attrapé l'épée et a paré cette puissante attaque avec sa nouvelle épée. Le prince se demandait combien de temps s'était écoulé depuis son arrivée ici. C'était un peu dangereux. Si cette attaque l'avait atteint, les choses auraient pu mal finir pour lui. Mais la question de savoir comment il devait utiliser la méthode de contrôle du mana et également balancer l'épée grâce à la bataille acharnée était presque close. Après un certain temps de combat, le mana de Yuri a finalement commencé à se stabiliser progressivement. Au fur et à mesure que le jeune prince et descendant d'Éric Briol parvenait à maîtriser la méthode, la créature qui était son rival commença peu à peu à s'évaporer.
Après avoir vaincu leurs rivaux dans une autre dimension, les garçons sont tous retournés à la grotte. On dirait qu'ils ont tous fait un bon rêve, dit le chevalier de la mort, qui attendait les gars depuis tout ce temps, sans s'éloigner du cristal. Lorsque Yuri a demandé ce que c'était, le chevalier a dit que c'était l'ordre d'Eric, ce qu'il a laissé à l'héritier de Briol qui viendrait un jour demander de l'aide. Dans la vie passée de Yuri, la montagne de l'épée a été détruite par l'Empire au point que personne de Briol ne pouvait l'atteindre. Yuri a demandé au chevalier de la mort si son ancêtre utilisait également une méthode de contrôle du mana, ce à quoi il a immédiatement reçu une réponse négative. Eric l'a étudié lors de ses voyages dans les terres de l'Est au cours de ces dernières années. C'est son héritage final, créé à partir de l'aboutissement de toutes ses connaissances, et Yuri en est le premier successeur. Le jeune prince se demandait pourquoi tout cela lui était parvenu, et non à la famille royale. Le chevalier répondit que le donjon ne s'ouvrait qu'au bon moment. Lorsque ce donjon s'ouvre, cela signifie qu'il est temps d'utiliser ce pouvoir. Mais on ne savait pas exactement de quelle époque parlait le chevalier. Lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. C'est quelque chose que Yuri, le troisième prince de Briol, a dû découvrir par lui-même. Yuri a demandé au chevalier comment s'appelait cette méthode de contrôle du mana, ce à quoi il a reçu la réponse qu'Eric l'appelait « frappe au cœur et à l'âme ». Le chevalier a demandé à Yuri Briol de s'agenouiller, il doit donner l'héritage de l'ancêtre aux descendants de Briol. Le chevalier dit à Yuri de ne pas craindre ses ennemis, de faire ce en quoi il croit jusqu'au bout et de remplir son devoir de Briol. Yuri doit garder cela à l'esprit. Briol ne néglige pas l'honneur, même dans la mort, tel est que son serment. Le gosse est réveillé à nouveau dans son lit, dans sa résidence. Il a été réveillé par cette même femme de chambre, Enna. Enna s'inquiétait de savoir si tout allait bien avec Yuri. Il avait l'air de s'endormir dès qu'il poserait sa tête sur l'oreiller. N'avait-il pas suffisamment dormi ? Yuri a dit que tout allait bien et a fait référence au fait qu'il était allé à la bibliothèque royale la nuit précédente. La servante a alors demandé ce qui avait pris au garçon, pourquoi il avait décidé d'aller à la bibliothèque si tard. Alors le garçon a répondu qu'il cherchait de vieux disques. Selon les registres généalogiques royaux retrouvés à la bibliothèque, Éric Briol avait un frère, un homme qui a disparu des annales de l'histoire et n'a laissé aucun nom derrière lui parce qu'il a renoncé à son honneur. Il devait s'agir du même chevalier de la mort qui avait rencontré leur escouade dans cette même grotte. Il s'agissait probablement du même maître qui possédait l'épée que Yuri avait obtenue lors de la campagne vers la montagne des épées. Enna a demandé à Yuri de s'habiller le plus rapidement possible, car Sa Majesté l'attendait. Enna ne savait pas pourquoi, mais après avoir rencontré Sir Hernando, Sa Majesté a demandé à Yuri de venir. Hernando a prévenu qu'après son arrivée dans le royaume, il rendrait immédiatement compte de tout ce qui se passerait ici aujourd'hui. Il considérait cela comme obligatoire. Quand Yuri est venu voir son père, il lui a raconté ce qu'il avait appris des histoires d'Hernando. Sa Majesté n'était pas contente que le garçon ait non seulement quitté le palais de son plein gré, mais qu'il ait également trouvé le donjon de l'ancêtre sur la montagne de l'épée. Yuri a dit à son père que c'était comme ça, puis le père a demandé au garçon si c'était l'épée qu'il avait trouvée dans ce donjon. Récemment, Sa Majesté a beaucoup entendu parler de la façon dont Yuri a beaucoup changé. Sa servante Enna, Bernard, Seina et même Hernando en ont parlé. Le père voulait savoir ce qui avait tant changé le garçon, ce qui avait tant influencé son état. Yuri fit un pas en arrière, son père pensait que le garçon ne voulait rien lui dire, mais la raison de la retraite était différente. Lorsque son père a demandé à Yuri pourquoi il partait, il a répondu que c'était parce que son père serrait le poing. Le père a demandé au garçon de commencer à parler, puis Yuri a commencé son histoire. Il a dit qu'il avait fait un rêve et que dans ce rêve, il avait commis un péché terrible. Le père a demandé formellement au garçon, Yuri Briol, quel péché il avait commis dans son rêve. Le garçon raconta comment tout cela s'était passé et dit que le péché était qu'il n'avait pas pu sauver Briol. Dans son rêve, Briol faisait partie d'une grande guerre dans laquelle de nombreux innocents sont morts. Il a essayé de sauver Briol, mais cela n'a pas fonctionné. Le royaume est tombé et il s'est enfui de manière déshonorante et était finalement mort. Yuri a dit que lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte que le collier que sa mère lui avait donné avait disparu. Le garçon a également suggéré que ce rêve était peut-être un avertissement de sa mère. Le père demanda alors à Yuri pourquoi le royaume était tombé dans le rêve du garçon. Yuri considérait qu'il était trop tôt pour dire que le royaume avait été détruit par l'Empire. Il y a également une chance que l'Empire n'attaque pas, puisque Yuri change le passé. Il dit à son père qu'il n'était pas tout à fait sûr, qu'il y avait là une armée sombre qu'il ne connaissait pas. Le père a supposé qu'il pouvait s'agir d'un cauchemar normal ou d'un avertissement de Lily, mais il est heureux que son fils se soit ressaisi. Pour Yuri, ce n'était pas aussi merveilleux que son père le pensait. Il ne s'est pas ressaisi, il a seulement essayé de prier pour effacer tous ses péchés.
Puis Fior Briol, le père de Yuri, dit qu'ils avaient besoin de clarifier quelque chose. Il demanda au garçon d'apporter son épée. Fior Briol est un génie qui tient une épée dans ses mains depuis sa naissance et un homme aux nombreux titres. Il s'est fait un nom sur ce continent grâce à ses incroyables compétences. Il était l'un des 10 plus forts du continent et était également considéré comme le plus fort parmi ces 10. En termes simples, le maître d'épée le plus fort du continent, que personne n'oserait mépriser. Yuri est venu pour la première fois dans la salle d'entraînement de son père. C'était plutôt agréable et calme ici. Fior ne pensait pas qu'aucun de ses fils avait le talent de manier une épée. « Le talent, qu'est-ce que le talent pour un épéiste ?» demanda Fioré à son fils en pointant son épée sur lui. Force, vitesse, réflexe ou intelligence exceptionnelle, a demandé le père du garçon. Si vous pouvez faire face à tout cela, pourrez-vous devenir le chevalier le plus fort ou pas tout à fait? Ce qui est plus important que les choses superficielles, c'est ce qui peut amener le garçon à dépasser ses capacités humaines. Ce quelque chose pourrait être quelque chose qui se situe au-dessus de la crise ou du sens du devoir. Pendant que Fioré expliquait tout cela à son fils, l'aura autour de lui commença soudainement à changer. Fior n'arrêtait pas de dire qu'il ne savait pas lui-même comment cela pouvait s'appeler, mais que c'était quelque chose comme l'appel de l'épée. Sans réfléchir à deux fois, le garçon répondit à son père que c'était le destin et que peut-être cela pouvait être ainsi. Dans sa vie passée, Yuri n'a pas suivi le chemin de l'épée, mais qu'en est-il maintenant? Le père demanda à Yuri ce qu'il ressentait maintenant, s'il devait tenir l'épée maintenant, s'il pouvait entendre l'épée l'appeler. Fior n'arrêtait pas de demander et de pousser le garçon plus profondément dans le sujet lorsque la mort approchait, s'il tenait son épée. Mais après de tels mots et questions, Yuri commença à comprendre qu'il ne ressentait rien. Puis l'aura de Fior devint insupportable. La salle d'entraînement devint insupportable, son aura pesait de plus en plus sur le garçon. Soudain, tout le terrain d'entraînement fut rempli de cris, disant que le prince devait partir, s'enfuir, qu'il ne pouvait pas rester ici. Soudain, Yuri se réveilla. Il se tenait dans le feu parmi les brioles en feu. Il ne comprenait pas pourquoi le royaume brûlait à nouveau. Soudain, il entendit des cris derrière lui disant qu'il avait été retrouvé, et lorsqu'il se retourna, il vit des soldats impériaux. Ici, Yuri réalisa qu'il se retrouvait une fois de plus en ce jour très malheureux où l'Empire attaqua le royaume et Briol tomba en flammes. Tout s'est répété comme si Yuri s'était retrouvé dans un jour sans fin, Briol était en feu et il était à nouveau attaqué par derrière. Mais cette fois, le même chevalier qui l'a sauvé la dernière fois n'était pas là. Yuri se retourna et part à l'attaque de l'ennemi. Yuri laissa tomber ses mains et pensa que tout cela n'était qu'un rêve. À la fin, Briol était toujours destiné à tomber sans force. Le prince ne put l'arrêter, mais il jura qu'il ne craindrait jamais ses ennemis. Le chevalier de la mort, dans la grotte de Sword Mountain, lui a dit de faire ce en quoi il croyait et de remplir son devoir de Briol jusqu'à la toute fin. Cela a poussé Yuri à lever à nouveau son épée et à faire son devoir. Il s'est précipité sur l'ennemi avec une fureur sans précédent. Il tuait à nouveau les ennemis les uns après les autres, mais il avait maintenant des compétences de contrôle du mana. Les ennemis étant de plus en plus nombreux, il cria que la fin était arrivée pour le prince Briol, lui demandant de se rendre. Mais le prince de Briol ne néglige jamais l'honneur, même après sa mort, il reste debout jusqu'au bout et remplit son devoir de Briol. Yuri, en parlant à Bernard, voulait que l'entraîneur lui enseigne l'art de l'épée du progéniteur. Bernard lui-même était très intéressé par ce projet, mais il sera extrêmement difficile à réaliser. Yuri savait que c'était assez logique compte tenu du nom que portait le démon de l'épée. Mais Bernard a dit que tout allait bien, même si Yuri ne le maîtrisait pas complètement. Bernard avait déjà prévu cela. Bernard avait raison, mais cela ne l'a pas aidé. Cette maîtrise de l'épée est liée à la méthode de contrôle du mana. Lorsque l'entraîneur a vu l'épée et la méthode de contrôle du garçon, il a réalisé que lui et l'épée ne faisaient qu'un. Habituellement, la méthode de contrôle du mana est utilisée pour améliorer la maîtrise de l'épée, mais c'est différent. C'est pourquoi le garçon a dit que ce serait difficile. Et de plus, la méthode elle-même n'est qu'à moitié étudiée. Bernard assura au garçon que tout allait bien. Même si le garçon n'avait appris que la moitié de cette méthode, il aiderait Yuri, mais en échange il resterait à Briol. Même si Yuri ne maîtrise pas complètement la méthode, il y aura des parties que Bernard pourra comprendre. Yuri et Bernard ont conclu un pacte. Bernard reste à Briol et, en échange, enseigne à Yuri la méthode du contrôle du mana. Immédiatement après cela, Bernard leva son épée vers Yuri et lui demanda s'il voulait démontrer cette méthode en action. Yuri a bien sûr accepté de montrer de quoi était capable cette méthode de contrôle du mana apprise sur la montagne des épées. Un coup dur pour Yuri Briol. Au fait, Bernard a oublié de dire quelque chose au prince. Il avait prévu de rester à Briol et de ne pas aller nulle part, alors il a simplement accompagné le garçon. Bernard vit que le garçon hésitait et décida d'attaquer en premier.
puisqu'il n'y avait pas d'attaque du jeune prince. Après une autre séance d'entraînement, Yuri s'est allongé dans sa chambre et a réfléchi à la façon dont tout était en train de changer. Dans ce futur, Briolle ne sera pas détruit à cause de son erreur, même si aucune mesure spéciale n'a été prise pour y parvenir. Le fait que Bernard ait décidé de rester à Briolle le prouve. Changer l'avenir semble si vague et incertain. Mais petit à petit, les choses changent définitivement. Mais ce n'est pas tout, le jeune prince doit encore arrêter l'Empire. De plus, Yuri allait arrêter l'Empire sans faire une seule erreur. Mais les rêves de Yuri furent interrompus par Enna, qui lui dit qu'il devait désormais éviter les ennuis sans faute. Yuri a demandé à Enna s'il y avait autre chose au programme, ce à quoi la fille a répondu que chaque jour le prince apporte des ennuis et ne sait donc même pas de quoi parle Enna. La jeune fille a également rappelé au jeune prince qu'il avait une réunion prévue pour demain. Le lendemain, Yuri devait rencontrer les anciens. Sa Majesté a déclaré que cette fois, le prince était obligé d'y assister. Yuri devra partir tôt demain matin, il a été dit que la plupart des anciens seront présents à cette réunion. Il y aura certainement des gens têtus et effrayants à cette réunion, mais Yuri ne devrait en aucun cas déclencher une bagarre. La fille tenait la main du prince et lui posait des questions à ce sujet, et Yuri promit qu'il ne commencerait rien cette fois. Le lendemain, lors de la réunion des anciens, le garçon s'est assis et s'est rendu compte que Enna avait raison. Les objections ont commencé dès le début de la réunion. Le duc Eugène Genard-Gétry a immédiatement commencé par dire que son Altesse ne devrait pas étudier une méthode non éprouvée de contrôle du mana. Et le reste des membres du conseil est également d'accord avec cela. Habituellement, la gouvernance du royaume est discutée ici, mais pas cette fois. La place à la tête de la table est depuis longtemps devenue un espace de lutte pour le trône. Maintenant, Yuri comprend pourquoi son père n'assistait pas à de telles réunions dans le passé. Le duc Eugène a fait valoir que le prince ferait mieux de passer son temps à apprendre la méthode Briolle plutôt qu'à apprendre une méthode obscure. Ce dont il parle, c'est d'une méthode non confirmée, c'est la méthode de l'ancêtre Briolle et de son héritage. Eugène continuait à répéter que tout le monde pouvait être sûr qu'il s'agissait de l'héritage de l'ancêtre, mais cela montrait qu'il doutait des paroles du prince. Eugène a essayé de dire à tout le monde qu'il devait s'assurer de tout, si la réunion n'avait pas été convoquée parce qu'il s'inquiétait de l'avenir du prince. Yuri a dit que pour discuter de sa méthode de contrôle du mana, ils ont même organisé une réunion d'anciens. Il était très flatté par la décision du duc Genard. Quel dommage, c'est lui qui a le premier incliné la tête devant l'Empire après la chute de Briolle. À l'époque, comme aujourd'hui, il savait toujours choisir les bons mots et embrasser le cul de quelqu'un. Le capitaine des chevaliers de Briolle, Sinde, dit qu'il n'était pas en mesure de porter des jugements hâtifs. Mais chaque méthode de contrôle du mana a ses avantages et ses inconvénients, et chaque personne a ses propres traits uniques. Eugène interrompit le capitaine et dit que tout le monde devrait simplement écouter. Le capitaine des chevaliers de Briolle lui-même dit qu'il n'est pas sûr de cette méthode de contrôle du mana. Tous les autres ont explosé, mais Sursinde n'a pas dit qu'il n'était pas sûr de cette méthode. Il voulait simplement dire que chaque méthode avait sa propre valeur, mais Eugène a interprété ces mots comme signifiant la même chose. Ses partisans ont également explosé, prouvant que le duc allait simplement ruminer le fait que cette méthode de contrôle du mana pouvait nuire au prince. La situation a radicalement changé en un instant. Si vous étudiez la méthode de contrôle du mana pendant une courte période, il est possible de changer complètement le fonctionnement du noyau. Mais en raison de l'expérience de combat dans l'illusion du progéniteur, le coup porté au cœur et à l'âme était déjà fermement enraciné dans le cœur de Yuri. Mais le gaz est assis à cette réunion et ne peut même pas expliquer cela aux autres. Et ce qu'il devrait faire. Soudain, Freelord Calcio Errand leva la main et demanda à poser une question. Il a demandé à Eugène s'il avait déjà combattu un orque dans sa vie, il savait choisir ses mots, mais qu'en est-il des batailles? Eugène voulut immédiatement changer de sujet de conversation et demanda au seigneur libre de se présenter et de montrer son titre. Le seigneur se leva immédiatement et se présenta. Calcio Errand, seigneur libre de Briolle. Eugène essaya de lui montrer à sa place comment un simple baron pouvait assister au conseil des anciens. Errand dit qu'il ne voulait pas venir lui-même, mais qu'il n'y avait rien à faire puisque le duc Seinda le lui avait confié. En entendant le nom du duc, Yuri réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un seigneur, mais bien d'un margrave gardant les frontières de Briolle. Comme son titre l'indique, il est le seigneur qui garde les frontières, ainsi que toute la ligne de front. Il est connu comme un véritable soldat qui a passé toute sa vie sur le champ de bataille. Et aussi le fait qu'il ne s'intéresse absolument pas aux affaires de la noblesse, ce qui l'a poussé à envoyer un représentant à la réunion des anciens. L'un des ducs présents à la réunion a demandé pourquoi le duc Sindor avait envoyé le seigneur Eran ici pour assister à la réunion des anciens. Le seigneur répondit que le duc était un homme peu bavard.
Cependant, il voyait que des nobles de haut rang se livraient ici à des jeux politiques. Ils se livrent également à des disputes inutiles. Eran a compris pourquoi le margrave l'a envoyé ici. Dans un vrai combat, le type de méthode de contrôle du mana n'a pas beaucoup d'importance, qu'il s'agisse de la méthode de Briole ou de l'arqueur de lion impérial. En fin de compte, tout dépend de la personne qui l'utilise et de la manière dont elle l'utilise. Aaron demanda au prince ce qu'il en pensait. Yori répondit qu'en tant que prince de Briole, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Pourquoi y a-t-il un débat aussi houleux ici pour savoir s'il maîtrisera ou non la méthode de contrôle du mana du progéniteur? Peu importe ce que disent les membres de ce conseil, Yori apprendra de toute façon la méthode de l'ancêtre. Et donc cela signifie que le prince qui manie l'épée a décidé de suivre la volonté de l'ancêtre et la méthode de contrôle du mana. Alors pourquoi des gens qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise, qui n'ont ni autorité ni responsabilité, continuent-ils à s'immiscer dans les affaires du prince? Eh bien, généralement, ce sont les gens qui sont assis à un bureau et qui n'ont jamais tenu une épée de leur vie qui font autant de bruit. Le seigneur libre parlait de manière plutôt imprudente à l'opinion d'Eugène. Ces mots le mettaient en colère, et il ne pouvait rien faire. Le seigneur Errand s'est excusé et a demandé pardon pour son impolitesse, mais il ne peut pas s'en empêcher, car il est un guerrier ordinaire qui combat les orques à la frontière tous les jours. Il l'avait déjà mentionné auparavant, mais il décida de demander à nouveau. Au moins, quelqu'un finirait par lui dire qui de ceux présents ici a combattu les orques. Ceux qui sont présents ici, que pensez-vous que les orques se soucieront de la méthode de contrôle du mana utilisée par leur adversaire? L'un des ducs était d'accord avec Aaron, il avait raison et pourtant, son Altesse était encore très jeune, donc ses jugements pouvaient aussi être téméraires. Que disent-ils? Que Yori doit changer sa méthode de contrôle de mana à tout prix parce qu'il a pris la mauvaise décision. Tous ceux qui sont ici présents le disent et comprennent parfaitement que cela n'est plus possible. En tout cas, Aaron ne pense pas que Sa Majesté changera quoi que ce soit, ou que tous ceux présents ici vont extraire de force son noyau. Aaron ne pense pas qu'ils le feront, alors pourquoi tout ce tapage? De plus, il pense que Sa Majesté est également d'accord avec cela, n'est-ce pas, et le reste assis et ruine la psyché de Sa Majesté. Eugène est devenu encore plus furieux. Aaron dit que Briole est un endroit calme, bien que le margrave lui-même ait été silencieux comme une souris ces derniers temps après avoir reçu le budget. Ces paroles rendirent Aaron furieux. Il faudra sûrement que des centaines de personnes meurent avant que le Conseil comprenne que nous ne vivons pas une époque paisible. Le Conseil n'a sans doute pas vu ni entendu les rapports faisant état de soldats mourant quotidiennement. 4 d'entre eux sont morts le jour où le Seigneur a quitté le Margravia. De plus, Aaron a personnellement enterré son ami, avec qui ils étaient en contact étroit et prenaient le petit déjeuner ensemble tous les jours. Les orques ne se reposent jamais, monsieur le noble. Ils passent leur vie entière à se battre et à tuer. À bien y penser, c'est à cette époque qu'un problème surgit entre Briole et la principauté de Klein. Durant cette période, les orques ont commencé à traverser à plusieurs reprises la frontière et à causer de gros dégâts. C'est intéressant de voir comment le comportement des orques a changé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que les orques sont devenus beaucoup plus sinistres qu'ils ne l'étaient auparavant. Yuri a demandé à Aaron comment les choses se passaient avec Klein, ce qui a surpris Lord et il a demandé à nouveau. Yuri a précisé que l'armée de la principauté de Klein ne participait pas à cela, ce à quoi Aaron a répondu que leur garde frontière s'était soudainement retirée. Le jeune prince Yuri demanda ce qu'il en était du village frontalier, auquel le seigneur répondit qu'il était complètement asservi. Certains moururent, d'autres devinrent esclaves. La situation était au point mort. Yuri comprit que tout se passait exactement comme par le passé. Yuri commença à se demander s'il s'agissait d'une guerre civile ou si le troisième enfant du duc y était impliqué. Quand Yuri réalisa qu'il pensait à voix haute, il regarda autour de lui et réalisa que tout le monde le regardait avec surprise. Il s'est levé de table, s'est excusé et a dit qu'il pensait que c'était suffisant pour aujourd'hui. En partant, Yuri a dit aux autres de discuter de questions plus importantes que sa méthode de contrôle de mana. Par exemple, il pourrait discuter de la protection de la principauté de Klein et des orques, ça suffit, d'interférer dans les affaires d'un enfant en pleine puberté. Plus tard dans la soirée, Lord Aaron communiqua avec son duc par l'intermédiaire d'une boule de cristal et lui raconta tout ce que le jeune prince avait dit. Il a également déclaré que des rumeurs se répandaient selon lesquelles le jeune prince avait beaucoup changé. Le duc a demandé au seigneur d'examiner cette affaire et d'observer le garçon, d'étudier sa biographie et ils reprendraient en bientôt contact. Aaron s'approcha de la fenêtre et regarda la rue, pensant à quel point elle était calme, même en considérant que de nombreux soldats mouraient chaque jour à la frontière. À travers la fenêtre, il vit le troisième prince qui était sorti secrètement dans la rue avec une capuche pour ne pas être reconnu.
À côté de lui marchait le magicien Hernando. Il sortit secrètement du palais, comme Yuri le lui avait demandé. Son cœur est tellement excité, avant, quand il était enfant, il s'enfuyait de la maison aussi souvent qu'il respirait, c'était un enfant très problématique. Hernando vit qu'il y avait une jeune femme derrière eux qui les regardait. Peut-être qu'elle réalisait qui ils étaient. Yuri a rassuré Hernando en lui disant qu'il était tellement échevelé qu'il pouvait quitter le palais quand il le voulait. Hernando a dit que pour lui ce n'était rien de plus qu'une promenade, mais quand il était avec le jeune prince, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il commençait une rébellion. Quand Max a demandé où ils allaient, Yuri a répondu que même s'il allait faire quelque chose d'indécent, il ne l'emmènerait pas avec lui. Ils se dirigeaient vers le casino le plus illégal de la capitale, mais Yuri a dit qu'il ne ferait rien de mal. Yuri répondit qu'il ne le ferait manque pas. Alors il demanda simplement à Maga de l'emmener là-bas, car il connaissait le chemin. Yuri assura également à Hernando que tout ce qu'il faisait était pour Briolle. Hernando le crut et courut au casino avec une benne. Il durent en mettre le casino sens dessus-dessous. Dans la vie passée de Yuri, il y avait plusieurs personnes à Briolle dont beaucoup de gens parlaient en. Le patron qui était un grand usurier et dirigeait tout le monde criminel. Le meilleur du continent, un géant du monde du commerce et encore un autre qui a réellement décapité un chef du crime. Elle maintenait tout Briolle dans la peur et était plus qu'une simple tueuse ordinaire. L'un de ceux qui sont morts de ses mains était lui, l'actuel grand prêteur sur gage Goriot. Goriot n'arrivait pas à croire que des hommes aussi nobles décidaient de faire affaire avec eux. Quel honneur pour lui. Il semble que Goriot et son peuple savaient déjà qui venait dans ce casino. Ils savaient que c'était le troisième prince et le magicien du roi lui-même. Bien que le pouvoir de Goriot soit limité, quelqu'un doit assumer la responsabilité de ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Une sage décision, dit Yuri. Mais il n'est pas venu ici pour jouer à des jeux et s'amuser. Le prêteur a alors suggéré à Yuri de s'asseoir et de parler, car il ne voulait pas jouer. Goro a entendu dire que le prince et le magicien n'étaient pas venus pour jouer, auquel cas peut-être étaient-ils venus pour emprunter de l'argent. Le prince a répondu correctement. Il veut emprunter de l'argent et l'investir afin de créer une fondation caritative personnelle. Puisqu'ils empruntent de l'argent à un usurier, ils viennent d'une banque, donc le prince a de grandes ambitions. Le prince dit « Assez, ce n'est pas au prêteur d'interroger Yuri, ils doivent vite se mettre au travail. » Dans ce cas, le prêteur a demandé pardon et a demandé d'expliquer pourquoi le prince avait besoin de cet argent. Yuri a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser cet argent pour acheter de la magranja, une épice de la région de Klein, car la demande pour cette épice augmentera bientôt. La magranja est utilisée pour fabriquer des épices de haute qualité, mais le prêteur d'argent n'est pas sûr que cela en vaille la peine. Yuri a dit que bientôt tout se passerait comme il l'avait dit, et que Goriot pourrait ne pas croire ses paroles. Hernando avait entendu dire que la guerre avait éclaté dans la principauté de Klein et que des orques erraient dans les environs, mais il ne pensait pas que le prix de l'épice augmenterait beaucoup à cause de cela. J'ai réalisé que Yuri voulait simplement acheter à l'avance la spécialité de la principauté de Klein. Le prêteur a également compris que Yuri était différent des rumeurs qui circulèrent à son sujet. De plus, il semble qu'il n'agissait pas uniquement sur la base des informations qui venaient d'être révélées. Après de nombreuses conversations, Yuri a demandé à décider du montant en tant qu'investisseur, et non en tant que prince combien d'argent un prêteur d'argent peut-il prêter. Goriot et le prince conclurent un marché. Les usuriers prêtèrent effectivement de l'argent au prince, et même beaucoup d'argent. Hernando assura au prince que c'était trop, il aurait au moins pu en parler à Mogu à l'avance. Mais si Yuri avait tout raconté à Hernando Kto, il aurait immédiatement emmené le garçon chez son père, n'est-ce pas ? Maintenant qu'il se dirige vers la salle des marchés, Yuri veut qu'il fasse quelque chose. En fait, Magranja est assuré d'apporter du profit. Le seul alchimiste qui connaît la recette, le médecin traitant du duc Klein, mourra dans la guerre à venir. Il s'agit d'un produit qui n'aura pas de prix fixe, du moins jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Je ne pouvais faire confiance à personne pour ça, alors je suis venu moi-même au marché pour acheter de l'herbe. Hernando ne s'attendait pas à ce que cet endroit en ruine soit la plateforme commerciale où ils achèteraient de l'herbe. Frappant à la porte de la société commerciale, Yuri appela la femme, Ilian Wood. La porte fut ouverte par une belle femme majestueuse. Yuri se présenta immédiatement à elle comme le troisième principe de Briolle. La fille ne comprenait pas ce que le troisième prince cherchait ici, mais Yuri s'est immédiatement mis au travail et a dit qu'il voulait qu'Ilian fasse quelque chose pour lui. Ilian est un commerçant, dont l'entreprise est en déclin. Mais bientôt tout sera différent. Ilian deviendra le plus grand marchand et, contrairement à Goriot, plein d'honneur et d'éloges, recourra à tous les sales coups possibles. Ilian tient ses promesses envers ses clients comme si elle protégeait leur vie, et elle était également un centre commercial légendaire dans la vie passée de Yuri.
Le prince fait d'elle une marchande mythique qui surpassera toutes les légendes. Hernando était déjà fatigué et pensait qu'ils en avaient une finie pour la journée, mais le directeur a répondu qu'il devait donc faire autre chose. Les grands marchands du monde criminel, tous prêts à aider le prince, il ne reste qu'une chose à faire, trouver le tueur qui a impitoyablement tué Goryeo. Survivante de l'Académie des Assassins, Asana, Yuri doit la retrouver et l'aider. Lorsque le prince a trouvé Asana, elle était toute sale et se trouvait dans un endroit où vivaient des sans-abri. Asana lui a demandé pourquoi il était là, ce à quoi Yuri a répondu qu'elle pouvait se calmer. Il a simplement décidé de s'arrêter pendant sa patrouille pour faire un petit don aux personnes dans le besoin. Yuri a pris un gros sac de pièces de Hernando pour aider Asana sur son chemin. Dans sa vie passée, Asana a emprunté une somme d'argent obscène à Goryeo pour guérir l'enfant. Comme tous ceux qui ont emprunté de l'argent à Goryeo, Asana s'est endetté et c'est ainsi qu'est né le tueur légendaire. Yuri veut changer cela. Yuri a donné le sac de pièces à Asana et lui a conseillé d'utiliser l'argent pour soigner l'enfant dans le temple. Lorsque la fille va demander ce que Yuri voulait en retour, il a répondu qu'il était le 3e prince de Briolle. Asana avait juste besoin de se souvenir de ce nom. Hernando ne comprenait pas pourquoi Yuri avait décidé de donner cet argent à la femme sans-abri, ce à quoi Yuri a répondu que c'était un investissement. Désormais, toutes les personnes dont Yuri a besoin pour ses projets futurs sont liées à son destin, mais il a besoin d'une personne de plus. Yuri avait une question pour Hernando sur ce qu'il avait vu dans le donjon de l'ancêtre, à laquelle le magicien a répondu que c'était un jeu de hasard. Hernando a déclaré qu'il jouait au jeu de la vie dans l'Empire, au casino de Bazregas. Dans l'ensemble, cela lui convient. Le lendemain, le père de Yuri a appelé Hernando et lui a demandé ce qui s'était passé la nuit dernière lors de la patrouille. Hernando a dit que Yuri l'avait persuadé de quitter le palais avec lui et ils sont allés au casino. Fior se demandait, au casino, à quoi jouait-il avec Yuri, ce à quoi le magicien du roi répondit par l'affirmative. Hernando a dit à Fiore qu'il pensait que le prince était bon au jeu de cartes, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas et Yuri a fini par perdre tout l'argent. Le prince se promena alors un moment et observa comment vivaient les citoyens ordinaires. Il s'intéressa à leur mode de vie. Ils retournèrent alors au palais et y restèrent jusqu'au matin, dit le magicien du royaume, trompant ainsi le roi lui-même. Ce même matin, Yuri s'entraînait déjà avec Bernard au terrain d'entraînement. Le jeune prince remarqua que les servantes regardaient tout son entraîneur Bernard. Il en a parlé à l'entraîneur et lui a dit qu'il devrait aller au ballon. Peut-être qu'il y avait des gens qui aimeraient revoir Bernard là-bas. Mais Bernard a refusé et a dit qu'il n'était pas du tout intéressé et a immédiatement essayé de changer de sujet. Ce que le gaz a dit à propos de la maîtrise de l'épée, il semble que Yuri avait raison. L'épée que le prince a trouvée sur la montagne n'a pas de forme spécifique. Yuri a également remarqué que les mouvements de cette épée étaient comme un ruisseau. Une méthode de contrôle du mana, qui est aussi une forme d'escrime, quelque chose que même Bernard lui-même ne peut pas apprendre. L'entraîneur doit voir Yuri dans un vrai combat pour en savoir plus sur cette méthode, car cela s'est avéré pas si facile. Au fait, les compétences de Yuri se sont beaucoup améliorées, il a un talent exceptionnel pour gérer le mana. Bernard fut surpris de voir à quel point Yuri s'en sortait bien. Maintenant, Yuri se sent coupable. Il a essayé d'effacer les traces de la méthode Briolle apprise dans sa vie passée. Il l'a fait pour expérimenter, mais au final, cela n'a fait que renforcer ses sentiments. Bernard a demandé à Yuri de ralentir un peu, il sentait que Yuri se précipitait trop. Le jeune prince avait déjà accompli beaucoup de choses pour un si jeune âge, mais son corps n'était pas encore fort et cela inquiétait Bernard. Yuri a assuré à l'entraîneur qu'il pouvait gérer la situation et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le prince suggéra de commencer le tour suivant, mais cette fois-ci, ils utiliseraient en de vraies épées, il avait besoin de devenir plus fort. Yuri a également proposé un pari. Bernard irait vers la balle si Yuri pouvait le toucher au moins une fois. Bernard a immédiatement refusé. La raison étant que Bernard gagnerait de toute façon, et Yuri ne tient jamais ses promesses, il est connu comme la dernière personne avec qui discuter. Yuri a commencé son attaque, il devait prouver que Bernard avait tort. Ce jour-là, Yuri n'a pas réussi à toucher Bernard une seule fois, et quelques jours plus tard, le jour du bal est arrivé. Une calèche transportant le 2e prince de l'Empire, Georg Ivarna Grandzien, arriva au bal. Une jeune fille l'accompagnait dans la calèche, et elle ne pouvait détacher son regard de la beauté locale. Cette fille s'appelait Katerina et elle était un peu excitée, car elle n'était pas venue ici depuis longtemps. De plus, Katerina voulait et espérait rencontrer quelqu'un ici. À ce moment-là, dans sa chambre, Enna préparait Yuri pour le bal à venir et l'aidait à choisir une tenue. Il n'aimait pas son apparence, tout était trop chaotique à cause du grand nombre d'accessoires, il a demandé à Enna de tout lui enlever. Après qu'Enna ait retiré tous les accessoires de Yuri, Yuri a demandé à Enna de danser avec lui, ce qui a induit la fille en erreur.
Yuri a expliqué qu'il voulait s'entraîner, mais qu'il n'avait pas de partenaire. Alors peut-être qu'Enna pourrait l'aider avec ça. La jeune fille tendit la main à Yuri à contre-cœur. Elle pensait que le prince voulait lui faire une blague, lui marcher sur le pied ou la faire trébucher. Mais Yuri n'avait aucune intention de lui faire une farce, encore moins de se moquer d'elle. Il voulait juste danser avec elle. Il pressa Enna contre lui et lui demanda de le suivre lentement. Enna a demandé à Yuri s'il était intéressé par elle. Elle danse plutôt bien, mais la fille a dit que c'était la première fois qu'elle avait un si petit partenaire. La différence de taille ne devrait pas être un problème. D'ailleurs, Enna a marché sur le pied du prince encore et encore. Elle a trébuché et fait des erreurs, mais c'était mignon. Quand le moment du bal est arrivé, Yuri est arrivé ici en armure complète. Il était de bonne humeur après avoir dansé avec Enna. Il remarqua que le duc Sindor lui-même était venu au bal, comme prévu. Il était très différent d'un chevalier ordinaire. Lors de la dernière réunion, seul le baron Eran était venu à sa place, qui n'était qu'un représentant du duc Sindor. Yuri, lors d'une conversation avec son frère, lui a demandé s'il avait eu des problèmes avec ses yeux ces derniers temps. Il a commencé à porter souvent des lunettes. Le frère rassura le jeune prince en lui disant que ce n'était pas si grave que Yuri devrait s'en inquiéter. Soudain, les portes de la salle où se déroulait le bal s'ouvrirent et le deuxième prince de l'Empire, Georges, entra. Il fut immédiatement accueilli par le roi Fioré, qui remercia Georges d'être venu dans cet humble endroit. Georges fut reconnaissant de l'hospitalité de Briole et lui présenta sa sœur Catherine. Yuri, voyant Caterina, se figea et fut à nouveau enchanté par sa beauté. Il ne l'avait toujours pas oubliée et ce qui les reliait. Mais il ne peut pas se fiancer avec Caterina. Il ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'il a faites dans le passé. Yuri a observé tout le monde depuis la ligne de touche toute la soirée. Il a remarqué que, comme on pouvait s'y attendre de son frère Cédric, il traitait les gens avec respect. Voilà ce qui fait un bon roi, et en comparaison, Yuri dans sa vie passée était loin d'être comme ça. Soudain, Caterina s'est approchée de Yuri par derrière et l'a salué. Mais elle a été immédiatement distraite par un autre membre de la famille, Briole. Bon sang, Yuri comprenait qu'il avait encore des sentiments, même s'il savait qu'à la fin, ça finirait mal. Enna apparut immédiatement devant le prince et lui offrit des biscuits. Le prince remercia Enna et lui fit remarquer combien elle avait travaillé dur, ce qui devait être difficile. La jeune fille a dit que ce n'était rien comparé au nettoyage du désordre que certaines personnes laisseront derrière elles chaque jour. Yuri a dit que cela n'avait pas d'importance, sachant à qui Enna faisait référence lorsqu'elle parlait du désordre, et a dit que la fille devrait simplement lui donner des biscuits. La fille, en partant, dit au prince que s'il avait besoin d'autre chose, il devait simplement demander. Yuri souhaita bonne chance à la fille. Soudain, le deuxième prince de l'Empire, Georg Ivarna Grandzien, s'approcha de Yuri. Il était d'un ordre de grandeur plus grand que Yuri. Dans le passé, le prince George était un commandant sur de nombreux champs de bataille, mais c'est aussi lui qui a personnellement provoqué le déclin de Briole. Yuri s'est présenté à lui et pouvait à peine se contrôler. Il ne pouvait pas montrer d'hostilité. Georges dégageait une aura terrifiante, il dégageait de la force et de la puissance. Le jeune prince comprit que c'était une épreuve. Soudain, Georg se retourna simplement et partit, disant que c'était ce qu'on attendait du fils de Fioré. C'était assez menaçant pour un test normal. Yuri pensait que Georg était jeune, mais à cet âge, il était déjà si fort. Quel salaud effrayant, pensa Yuri, frère et sœur étaient en tous deux du même plumage. Soudain, Enna laissa tomber le plateau contenant les verres de vin, laissant une tache sur le tissu de la cape du prince George. Georg sortit son épée et voulut punir Enna pour avoir terni le symbole de la cour impériale. « Si vous suivez les lois de l'Empire, pour cela vous devriez être décapité, » dit Georg. Yuri fut immédiatement furieux à cause de cela. Ce salaud avait délibérément mis cela en place et s'était battu avec Enna. Mais le roi Fioré arrêta Georges en lui disant que Georges était en réalité venu ici pour interférer avec son bal royal. Si Georges veut du sang, qu'il le fasse sur ses propres terres. Aucun sang ne doit être versé au château de Briole. Georges commença à se justifier auprès de Fioré. Il demanda au roi de la compréhension. Briole et l'Empire s'étaient en toujours respectés. Fior a confirmé ses propos et a espéré que Georg n'avait pas l'intention de verser du sang lors du bal. Mais Georg a immédiatement rappelé à Fior ce qui s'était passé à Gatench il y a de nombreuses années. Puis Fior exécuta un chevalier de l'Empire qui n'était pas sur le sol de Briole, et Sa Majesté respecta l'honneur de Fior et ne le tint pas responsable de ses actes. Georg a souligné que ce qui s'est passé ici au bal est une situation identique et que cela doit être fait afin de préserver l'honneur et la dignité des deux peuples. Dans le passé, le père de Yuri a exécuté un chevalier de l'Empire de son plein gré. Georg a dit qu'il voulait faire cela non pas parce qu'il le voulait, mais parce que c'était nécessaire, et a demandé d'y mettre fin rapidement en mettant une épée sur le cou d'Enna. Yuri comprit qu'arrêter le prince maintenant équivaudrait à défier l'Empire.
Cependant, les devoirs confinaient aux conditions, les idéaux à la réalité, la justification au pouvoir. Mais Briolle ne néglige pas l'honneur, même après la mort, tel est le serment de Briolle. Yuri a arrêté les actions de Georg, il a dit qu'Enna était sa subordonnée, donc ses erreurs étaient aussi ses erreurs. Et même si cela pourrait suffire, Yuri est toujours un prince, et si Georg avait pris cela en considération, il aurait demandé à pardonner l'erreur d'Enna et à le combattre en retour. Yuri a hésité longtemps au début. À ce moment-là, il a oublié que dans le passé, il était un pécheur, et que cette vie lui avait été donnée, en guise de punition, et il ne pouvait en aucun cas la comprendre. Georges dit que, puisque le troisième prince avait fait une bonne proposition, il avait l'intention de l'accepter. Normalement, il participerait lui-même à ce duel, mais pour le bien de la dignité de la famille impériale, il désignera un challenger. Georg enverra le plus jeune chevalier adapté à Yuri en âge, et Yuri aura un duel avec lui afin qu'il se voie au duel. Yuri courut immédiatement vers Enna et la souleva de ses genoux. Il envoya la fille se reposer, c'est ce que font les vrais chevaliers. Yuri se dirigea vers ses appartements, mais en chemin, il rencontra à nouveau Katerina et se retourna dans l'autre direction. Ce n'était plus qu'une autre pensée inutile. Le frère aîné de Yuri attendait déjà à côté de sa chambre. Il demanda au garçon à quoi il pensait. Yuri a expliqué qu'il ne pouvait pas rester là et regarder Georg tuer Enna. Le frère a dit que Yuri était en fait incorrigible, et a mis un crabe sur sa tête, félicitant son jeune frère pour son courage. Le frère voulait aider Yuri à résoudre ce problème, mais Yuri a refusé, c'était son choix et il devait faire face à ce problème. Le frère aîné a dit ces mots de soutien et a dit qu'il croyait en Yuri et qu'il l'encouragerait dans le duel. Si seulement Briolle n'avait pas été attaqué par l'Empire dans le passé, le frère aîné dirigerait Briolle maintenant, pensa Yuri et se dirigea vers ses appartements. Le jour du duel arriva et les deux duellistes étant déjà debout et s'échauffaient sur la place pour le duel. Le magicien du roi, assis à côté du roi et de Seind, a déclaré qu'il n'aurait jamais pensé que le prince participerait à un tel duel. L'adversaire du prince était plutôt calme. Il était intéressant de voir qui finirait par gagner, puisque l'adversaire était un chevalier qui maniait une épée avec une telle habileté. Cependant, on ne pouvait rien attendre d'autre d'un chevalier de l'Empire. Je me demande si le prince sera capable de lui faire face. Mais le magicien du roi, Hernando, regarda le prince et sourit. « Regarde juste Yuri, il ne vaut pas la peine d'être mâché. » Le grand mage parmi tous les rangs que la tour mystique donne aux mages est un rang que personne n'a jamais pu atteindre. Un titre accordé uniquement à ceux qui ont maîtrisé un chemin mystique exclusif. Parmi eux tous, seul Hernando a pu maîtriser le chemin mystique exclusif qui permet d'acquérir une compréhension complète du destin du monde, l'étude du destin. Ainsi, Hernando reçut la permission du monde lui-même d'examiner le sort de la personne sur laquelle il utilisait son sort. Hernando se souvenait de la façon dont il jouait aux cartes avec Yuri, il s'était juste vanté et avait parlé de grosses cartes. Et dès qu'il n'a pas pu gagner au moins une partie, il ne sait vraiment pas jouer du tout, Yuri l'a encouragé. C'est la première fois que Hernando perd de l'argent dans un jeu sérieux depuis qu'il maîtrise le chemin mystique exclusif, et cela ne peut pas être une simple coïncidence. Hernando peut lire les cartes de son adversaire et même sa chance d'un simple coup d'œil, mais il n'a rien vu chez cet enfant. La silhouette qu'il pouvait voir à travers l'illusion de la montagne de l'épée, les cheveux et les yeux noirs, le symbole de la famille royale Briolle. Ce regard arrogant appartenait définitivement au troisième prince, et il brandit son épée, refusant d'abandonner. Même si tout son corps saignait et qu'à la fin, l'illusion se terminait, avec lui s'effondrant au sol, rempli de désespoir. C'est dans cette chronologie que la situation qu'Hernando pensait être un simple malentendu est devenue extrêmement suspecte pour lui. Cependant, lorsque le prince a agi étrangement pendant leur patrouille, Hernando a utilisé Destiny Research sur lui. C'était un miracle qu'il ignore maintenant quand il pourra à nouveau utiliser. Il a utilisé le sort et tout a été confirmé. Le fait que le prince Yuri n'ait pas de destin explique également son comportement étrange ces derniers temps. Il suffit de regarder la confiance de Yuri dans ce combat et sa capacité à évaluer sa force et son adversaire. Il ne vaut certainement pas la peine d'être mâché. Yuri était prêt depuis longtemps pour la bataille. Combien de temps encore l'adversaire allait-il simplement agiter son épée? Le duel commença. Les deux adversaires se tenaient entrant face à face, prêts à frapper. Yuri se précipita en avant, mettant tout son désespoir et sa fureur dans le coup, la lame coupant l'air vers l'ennemi. Les épées fendent l'air à une vitesse assourdissante, Yuri et le chevalier fusionnent dans une danse mortelle d'acier et d'étincelles. Le choc des épées éclata comme une explosion, et le prince fut projeté en arrière, chaque coup menaçant d'être le dernier. Fior a demandé à Hernando quelle était sa prédiction pour le combat, sachant qu'il avait peut-être vu le sort de Yuri.
La bataille entre Yuri et le chevalier impérial continua, les éclairs traversèrent l'air, les épées des adversaires s'entrelacèrent dans une danse furieuse de lumière et d'acier. Yuri fusionna avec le tourbillon de coups, repoussant l'assaut du chevalier avec la grâce d'un prédateur, la détermination du châtiment dans chaque mouvement. Hernando dit à Fiore qu'il n'était pas sûr, puis le roi lui demanda s'il n'était pas encore temps pour lui de quitter le royaume, puisqu'il était venu ici pour servir par hasard. Hernando a dit qu'il n'y allait pas encore, Fiore a dit que c'était très bien et qu'il était heureux d'entendre de tels mots. Cela pourrait-il signifier que Yuri gagnera? Hernando a demandé à Fiore qui, à ses yeux, semblait être le chevalier le plus fort sur le champ de bataille. Fiore, voyant le chevalier de l'Empire et ses efforts acharnés pour vaincre, dit que son adversaire était plus fort. Il avait vraiment l'air d'un adversaire très fort. Hernando a alors déclaré que la première fois qu'il est venu à Brioles, c'était vraiment par hasard. Ainsi l'homme le plus puissant du continent, capable d'influencer le destin du monde, était ici. Cependant, l'épée ne pouvait pas être retirée, alors Hernando pensait qu'il n'y avait plus aucune raison de rester ici. Cependant, il semblait que ce n'était pas le moment de partir. Alors il pensa, après que le troisième prince de Brioles, Yuri, ait changé d'avis et commencé à changer son destin. Pendant que Fiore et Hernando discutaient dans les tribunes, Yuri sondait toujours son ennemi, mais il semblait que c'était assez et qu'il était temps de construire une attaque. Son coup était si rapide que le chevalier impérial ne réalisa même pas ce qui se passait lorsque l'épée de Yuri était sur son cou. La victoire de Yuri sur le chevalier impérial était plus qu'évidente. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire ici. Le destin a amené Hernando ici, et il a rencontré quelqu'un qui défie son destin. De la vie à la mort et de la mort à la vie, l'épée du troisième prince a changé le destin de cet homme et le destin de la servante. Chaque pas qu'il fait va toujours à l'encontre du destin, oui, celui qui vit au mépris du destin du monde, Yuri Brioles, n'est pas soumis au destin. Ce combat était formidable. Hernando aimerait voir de ses propres yeux comment Yuri Brioles changera le destin de ce monde. 5 ans plus tard, Yuri marchait dans le couloir et sauva une femme de chambre qui était taquinée par son frère aîné. La servante, voyant Yuri au bout du couloir, réalisa immédiatement que c'était lui, un visage confiant, portant toujours une épée avec lui. Yuri était curieux de savoir pourquoi le frère aîné se moquait toujours des servantes, et la servante donna un biscuit au troisième prince en signe de gratitude. La fille va donner au gars un biscuit vraiment savoureux, cela a rappelé à Yuri le même incident avec Enna. Alors que Yuri marchait plus loin dans le couloir, il réfléchissait à la limite parfaite pour ses mains. Utilisez le mana tout en tenant l'épée pour réduire la tension sur vos bras. Yuri a parcouru un long chemin, et cela fait 5 ans depuis sa mort aux mains de Roland et sa régression. D'après ses calculs, c'est précisément à ce moment-là que les jours paisibles prenaient fin. Très probablement, tout le monde au conseil était occupé à en discuter. Yuri est venu dans la salle où se déroulait la réunion des ducs, mais quand il a frappé, personne n'a répondu. Il pensa que tout le monde était trop occupé à discuter et n'entendit donc pas frapper et décida de frapper plus fort à la porte, mais ne fit que la faire tomber avec son coup. Yuri a demandé à son père la permission de s'asseoir à la table des négociations. Il veut également participer à la discussion. Il a reçu la permission de son père d'être présent à la table des négociations et s'est assis à côté de lui. L'un des ducs continua son histoire, il dit qu'il n'avait pas assez de personnes pour aider les forces alliées. Ce qu'il voulait dire, c'est que Brioles devrait simplement ignorer la demande de renfort de l'Empire, auquel cas une autre maison pourrait envoyer plus de personnes. Yuri comprit que tout le monde se disputait, essayant d'obtenir un avantage pour eux-mêmes. La chute de Brioles s'est produite juste pendant cette période. Demande de renfort aux forces alliées de l'Empire. L'Empire a sollicité des hommes de différents pays et les a envoyés à l'Est pour tuer les orques. Mais leur plan échoua et les orques enragés commencèrent à traverser les frontières des pays voisins, à l'exception de l'Empire. Brioles réalisa alors que c'était le plan de l'Empire. À cause de cela, Brioles perdit de nombreux grands chevaliers, dont Liane. Maintenant, le troisième prince de Brioles, Yuri, ne peut pas permettre que cela se reproduise. Les grands chevaliers ne peuvent pas être de la simple chair à canon pour les orques. Alors Yuri fit taire tout le monde et dit qu'il irait lui-même en renfort dans la bataille contre les orques. Ils doivent agir pour éviter de déshonorer l'honneur et la réputation de Brioles. Que chacun fasse ce que les nobles sont censés faire. Le lendemain, alors que Yuri s'entraînait avec Bernard, son frère Cédric lui rendit visite à son entraînement. Il a demandé à Yuri si le prince allait vraiment rejoindre les forces alliées. Les membres de la famille royale n'étaient même pas obligés de le faire. Mais Yuri a toujours dit que c'était le devoir de la famille royale. Cédric a demandé à Yuri de revenir vivant, et il protégerait le palais en son absence. Yuri a demandé à Bernard s'il voulait mâcher pour le prince, mais l'entraîneur pensait que Yuri reviendrait en un seul morceau, s'il n'avait pas d'ennui. Bernard a également dit au prince de faire attention.
Les orques sont difficiles à gérer. Ils sont beaucoup plus forts et sanguinaires que Yuri ne le pense. Particulièrement forts sont les orques qui ont un drapeau visible derrière leur dos. Ils sont appelés Orcival. Ils sont particulièrement féroces et sanguinaires. Leur conversation fut interrompue par Enna, qui arriva avec la nouvelle que l'invité de Yuri, avec les objets qu'il avait demandés, était arrivé au palais et l'attendait. Yuri était attendu par le vice-maître de guilde Ilian Guillermo. Il était le bras droit d'Ilian. Guillermo était venu à la place d'Ilian parce qu'Ilian est actuellement en voyage. Elle voyage toujours seule, elle préfère ça comme ça. Les objets demandés par Yuri arrivèrent et Guillermo les apporta au prince le plus rapidement possible. Ces objets que Yuri a commandés à la société commerciale étaient les épées des 4 chemins. Sont-ils vraiment si précieux ? Pour Guillermo, ils ressemblent plutôt à des sortes de poignards décoratifs. Yuri a dit qu'ils étaient très précieux, car il s'agit d'un artefact contenant une magie ancienne. Ces épées pouvaient être déplacées simplement en appliquant son mana dessus. Yuri a demandé à transmettre sa gratitude à Ilian et a également demandé de lui faire rapport sur l'évolution de leurs affaires dans la branche de l'Empire lors de la prochaine réunion. Quand Guillermo est parti, Asana est apparue par derrière. Yuri savait déjà qu'elle était là, mais il ne pouvait pas la compromettre tant que Guillermo était là. Yuri a demandé à Asana ce qui se passait avec Goryo. La fille a dit que lorsque Yuri a demandé, elle lui a donné un avertissement. Heureusement qu'il essaye toujours de mettre la main sur l'argent d'Ilian, dès qu'il en a l'occasion. Asana a demandé s'il était vrai que Yuri avait rejoint les forces alliées. Elle avait entendu les courtisans en parler. Yuri annonça qu'il partait, et Asana lui demanda de faire attention, comme si Yuri ne l'emmènerait pas avec lui. Mais le prince avait tout calculé, et Asana devait l'accompagner. Asana a dit que quoi qu'elle ait à faire, c'était mieux que de voir sa vie passer gâchée. Quelques jours plus tard, le jour du départ arriva, Yuri était déjà complètement armé. Il se considérait comme invincible et était déterminé à élever la réputation de Briolle jusqu'aux cieux. Ici commença la cérémonie de départ et le 3e prince de Briolle s'approcha de son père, le roi Fioré, pour lui dire au revoir. Fior a demandé à Yuri de regarder derrière lui. Tous les soldats qu'il voit sont des vies précieuses qui reposent sur les épaules de Yuri. Tout le monde ne pourra pas revenir, mais Yuri veillera à ce qu'il ne soit pas condamné à une mort misérable, comme par le passé. Fior a demandé à son fils s'il était sûr, et Yuri a répondu qu'il était sûr, car il n'avait jamais été sûr de ce qu'il faisait. Soudain, Yuri sentit une aura meurtrière. Son corps se figea. Il ne pouvait plus bouger un muscle. Le prince sentit instinctivement que la mort approchait vers lui à ce moment précis, et que s'il essayait de l'éviter, il mourrait de toute façon. Mais en un instant, Yuri a pu surmonter la peur de la mort et a sorti son épée pour contrer l'attaque de cette terrible aura. À ce moment-là, il fut attaqué par son propre père, mais Yuri repoussa l'attaque, signifiant qu'il était prêt à se battre. Fioré est sereine à son égard. Cette attaque a été menée au lieu de mots d'adieu. Le roi ne demandera plus à son fils de revenir vivant. Yuri se tourna vers son armée et cria « Il est le 3e prince de Briolle. Il mènera tout le monde à la victoire. Les soldats doivent lui faire confiance. » L'armée s'arrêta pour se reposer alors qu'elle n'était déjà plus très loin de l'entrée de Sandor. S'ils marchent un peu plus loin, ils seront dans la ville frontalière de Seindora, après quoi ils passeront par Guide et se dirigeront vers le lieu de rassemblement à Balshad. Ici, Yuri a été appelé par Roland Flandre, le bâtard qui a tué Yuri dans sa vie passée. Ce fut un honneur pour lui de rencontrer Yuri. Avant même qu'ils ne se rencontrent, Roland voulait dire à Yuri que le prince était sa plus grande idole. Après l'incident dont Roland a appris de son père qu'il s'était produit il y a 5 ans, Roland a commencé à admirer Yuri. Lorsque Yuri leva son épée pour protéger la servante, il devint un exemple vivant d'un véritable chevalier incarné. Ainsi, le pire ennemi et meurtrier de Yuri dans sa vie passée est devenu son ami et son camarade, et ils s'entendaient en bien. Il était temps pour eux de partir, et le chevalier de Sindor avertit Yuri que le duc Sindor n'était pas connu pour être la personne la plus hospitalière. Mais lorsque Yuri et son armée arrivèrent à Seindor, ils furent accueillis avec le plus grand accueil, comme s'ils avaient été attendus comme personne d'autre ne l'avait jamais été. Haïm Théodore a déclaré qu'il faisait simplement preuve de respect envers quelqu'un qui allait déjà se battre sur les lignes de front à un si jeune âge. Il a demandé à Yuri s'il avait déjà combattu des orques, ce à quoi Yuri a répondu qu'il ne l'avait jamais fait, mais qu'il avait lu des choses sur les orques. La plupart des soldats ici n'ont jamais combattu les orques, donc Haïm Théodore devrait au moins les entraîner tous. Théodore demanda alors à Yuri s'il accepterait de donner quelque chose au prince. Yuri s'en fichait. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans les caves de Sindor. Tout le monde était inquiet. Mais Théodore dit qu'il n'y avait pas lieu d'être surpris. Il verrait tant tout bientôt. Le cadeau de Théodore à Yuri et à ses hommes était un orque captif qui attendait sur son tour.
Théodore avait besoin de les étudier depuis leurs habitudes mineures jusqu'aux instincts inhérents aux orques. Absolument tout ce qu'ils peuvent utiliser au combat, étant donné qu'une bataille avec les orques les attend, est le cadeau le plus précieux auquel vous puissiez penser. Yuri se tourna vers le chevalier et lui demanda son nom et ce qu'il pensait en ce moment lorsqu'il voyait l'orque. Le chevalier pensait que cela ne valait pas la peine d'aller si loin. À son avis, c'était trop pour un prisonnier de guerre. Yuri a demandé à Sir Haim d'ouvrir la porte de la cellule de l'orque. Le chevalier peut le penser maintenant, mais que dira-t-il après un vrai combat ? Yuri ordonna au chevalier de combattre l'orque seul et de voir de quoi il était capable. Jusqu'à ce que le chevalier le ressente sur sa propre peau, il ne comprendrait pas à quoi il avait affaire. L'orque enragé rugit, découvrant ses crocs pleins de rage, la mort elle-même, vomie de l'abîme, se précipita dans la bataille. L'orque tomba avec un rugissement sur les dalles de pierre, comme par impuissance, mais il y avait un jeu rusé caché dans cette chute. Alors que le chevalier se retournait pour le narguer, l'orque l'attrapa rapidement par derrière, démontrant qu'il n'était pas du tout vaincu. L'orque porta un coup écrasant au dos du chevalier, transformant la confiance de l'ennemi en un bruit d'armure brisée. L'orque attrapa le chevalier plus âgé par derrière, le serrant dans une prise d'étranglement comme s'il essayait de lui arracher toute sa fierté et sa vie. Tout le monde se préparait à se battre pour sauver le chevalier, mais Sir Haim a demandé à tout le monde de se calmer. La plupart des tendons de l'orque étaient coupés. Il voulait juste montrer à quoi ressemblent vraiment les orques. Si vous vous ouvrez même pendant une fraction de seconde, il essaiera immédiatement de tuer. L'orque prit le chevalier Briol en otage et Sir Haim fit appel au traducteur orc Cory. L'orque a dit que s'ils ne laissaient pas tomber leurs armes maintenant, ils commenceraient à briser les os du chevalier un par un. Yuri a demandé à Hernando de s'occuper de cet orque, puis le magicien du roi a profité du moment et a assommé l'ennemi. L'orque étant étourdi et immobilisé, Yuri réussit à libérer le chevalier Briol de l'emprise de l'orque d'un seul coup sec. Une vague de rage secoua le corps de l'orque, et avec un rugissement semblable à un coup de tonnerre, il se libéra de ses propres liens, se préparant au massacre. Yuri a demandé à Sir Haim. Ce n'est pas un orque ordinaire. Il est très petit, mais il a beaucoup d'expérience. Lors de sa capture, il a mangé un chevalier entier. Cet orque a tué de nombreuses bêtantes personnes. Un autre chevalier, entendant ces mots, voulut s'occuper lui-même de cet orque, mais Yuri ne l'arrêta pas. Mais d'abord, je lui ai conseillé de regarder derrière le dos de l'orque. Ils attendent tous que la guerre s'ouvre. Cet orque ne fait pas exception. Les guerriers de Briol seront confrontés à des adversaires encore plus rusés et maléfiques. Ils doivent donc se concentrer. Il s'agit d'entraînement, pas de massacre. Ils doivent tous se concentrer et apprendre autant de méthodes que possible pour tuer les orques. Après avoir tué l'orque en équipe, en y consacrant tous leurs efforts, aucun d'entre eux ne se sentait satisfait. Comme prévu, ce n'était qu'une simple séance d'entraînement, et l'adversaire ne pouvait même pas leur répondre. Cependant, cet entraînement leur permettra d'augmenter leurs chances de survie face aux orques. Ils doivent remercier Sir Haim. Tout le monde doit penser que cela n'est pas conforme au code chevaleresque, mais ces créatures maléfiques ne méritent pas la noblesse. Les orques ici ne sont rien de plus que des copies des vrais, et des choses bien plus horribles se produisent dans les camps d'orques. Ce que Sir Haim veut montrer à tout le monde maintenant, ce sont les conséquences de ces mêmes choses terribles. Il montra les demi-orques aux chevaliers de Briol. Les orques asservissent les humains et les utilisent comme jouets, et ils sont le fruit de leur jeu. Yuri a demandé à Haim s'il détestait les orques, et la réponse a été qu'il le détestait de toute son âme et qu'il continuerait à le faire jusqu'à sa mort. Yuri vit Haim si calme, comme s'il connaissait parfaitement ce chaos. Tout le monde a un ennemi juré, pour Yuri c'était l'Empire. Yuri a entendu dire que Sir Haim avait trouvé le corps de son fils mort dans le village orc. Il semble que Karina soit toujours stockée dans sa mémoire. Lorsque Yuri quitta Saindor, Sir Haim lui suggéra d'emmener avec lui le traducteur orc Cory. Yuri considérait que pouvoir parler et comprendre la langue des orques était une compétence très utile et emmena Cory avec lui. De là, Yuri et son armée se dirigeront vers la frontière. Il y aura plusieurs hordes de monstres, mais Yuri ne devrait pas mâcher ça. Yuri a déclaré que les hordes de monstres représentent un danger aussi grand pour la frontière que les orques et qu'ils doivent également être éliminés. L'escouade se dirigea vers la frontière, mais il y avait un problème. S'ils découvraient que Corée était à moitié orque, il pourrait y avoir des problèmes. Bien que Yuri ait ordonné à Hernando de garder un œil sur Cory, il pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Yuri a appelé Gérald et lui a dit qu'à partir de maintenant, il était responsable du renseignement, Yuri dirait où aller et vérifierait tout. Si l'escouade s'approche d'une horde de monstres, ils s'enfuiront simplement, mais de cette façon, il y aura une chance que l'escouade surprenne la horde. Ils devront chasser la horde d'une manière ou d'une autre, ils interfèrent avec les commerçants situés près de la frontière. Gérald hésitait,
Mais Yuri dit qu'il ne pouvait pas déléguer cette tâche à d'autres et qu'il était encore trop jeune et inexpérimenté. De plus, Gerald était un génie en matière de combat à l'épée. Yuri est très bon avec Gerald. Il aime simplement l'emmener partout. Yuri a demandé à Sir Raymond pourquoi il se battait, ce à quoi Sir Raymond lui a donné une réponse plutôt ennuyeuse. Pour la sécurité de Briolle. Lorsque Yuri s'est précipité pour vérifier comment allait Gerald, l'un des bandits était déjà attaché derrière lui. Il semble que le bandit patrouillait seul dans la zone, et il y avait un camp de bandits non loin de cet endroit. Il y avait un collier avec une pierre rouge autour du cou du bandit. Leur chef leur avait dit de le porter lorsqu'il partait en patrouille. Le collier ressemblait à une sorte d'artefact, mais le bandit ne savait naturellement pas quel sort était jeté dessus. Eh bien, on ne peut rien y faire, Yuri devra personnellement attraper le chef et tout découvrir de lui. Yuri a ordonné à ses hommes d'installer leur camp sur la route de retraite du groupe de bandits. Il ordonna également que plusieurs éclaireurs soient envoyés pour découvrir la puissance de combat de l'ennemi. Si Yuri provoque le chaos, les autres pourront faire face aux ennemis en fuite. Yuri s'est précipité et a ordonné à tout le monde de le suivre le plus rapidement possible. S'ils étaient un temps en retard, il n'y aurait personne avec qui se battre. Yuri a fait irruption seul dans le camp ennemi et a détruit un par un tout le camp, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Lorsque les subordonnés de Yuri se sont précipités vers le camp des bandits, il était déjà tard, ils étaient en retard, les ennemis étaient déjà attachés. Yuri a suggéré de prendre toute la viande des bandits et de préparer le dîner. Aujourd'hui, ils mangeraient du shashlik. Aujourd'hui, ils resteront au camp des bandits, et demain, ils iront plus loin. Au fait, leur prochaine destination est Ghida. Avant d'arriver à Balshad, où toutes les forces alliées sont rassemblées, ils rencontreront très probablement l'armée d'un autre pays à Ghida. Cette armée sera l'armée du Saint-Royaume, un pays qui utilise les écritures sacrées. Si Briolle parvient à trouver un langage commun avec eux, l'armée du Saint-Royaume pourra soigner l'escouade de Briolle. Ce n'est pas exactement ce que Sir Raymond a dit. Il a entendu dire que la princesse du Saint-Royaume était devenue cette fois-ci le commandant des forces alliées. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles, en raison de la défaite dans la bataille pour le trône, elle essaye désespérément d'obtenir au moins quelques résultats pour renforcer sa position. Alors maintenant, personne ne sait ce qu'elle peut faire dans cette bataille. Nous devons en savoir plus sur elle. Mais Yuri a pris la responsabilité de cela et a dit qu'il la rencontrerait lui-même et découvrirait tout. Point de rassemblement des forces alliées, la ville est un laissez-passer pour les voyageurs se dirigeant vers Balshad-Ghid. Cette ville était responsable de l'approvisionnement des forces alliées. Si vous faites quelque chose de fou ici, vous aurez des ennuis, vous serez jugé selon les lois de Ghid s'il s'avère que vous êtes coupable. Yuri a demandé à Sir Raymond de veiller à ce que tous les habitants soient bien élevés avant d'entrer dans la ville. Ghid est une ville isolée et devra se conformer à ses règles. Yuri lui-même est allé à la rencontre du seigneur. Ce fut un grand honneur pour le seigneur de rencontrer le prince de Briolle. Quand le roi de Briolle était très jeune, il s'est fait un nom en tuant des orques. Les orques devraient en fuir pour sauver leur peau, maintenant que le prince de Briolle est là, dit le seigneur. L'assistant du seigneur vint à lui et lui murmura à l'oreille que la princesse du Saint-Royaume était arrivée dans la ville. Lorsque la princesse entra dans la salle, elle éclipsa tout le monde par son éclat. Elle était la deuxième princesse du Saint-Royaume, Sibylle Arsant. Le seigneur Ghida salua chaleureusement la princesse du Saint-Royaume, Sibylle, et le prince Yuri s'assit sur le canapé jusqu'à ce que la salutation ait lieu. Sibylle tourna son attention vers le prince Yuri, mais elle pensait qu'il était le serviteur du seigneur. Elle a dit que la servante du seigneur devait partir d'ici, qu'elle devait discuter de quelque chose avec le seigneur, alors il devrait les laisser tranquilles. Lorsque Lord Ghid voulut dire que ce n'était pas un serviteur, l'un des chevaliers lui cria dessus. Il demanda le silence lorsque la princesse parle. Et ce serviteur impudent ose même simplement s'asseoir. Il devrait montrer du respect à la princesse. Mais quand Yuri dit qu'il était le troisième prince de Briolle, la princesse Sibylle et ses serviteurs se figèrent. Yuri a également déclaré qu'il n'était pas seulement le prince de Briolle, mais aussi celui qui est responsable des pouvoirs de Briolle. Le prince a dit que ce n'était pas grave, que c'était de sa faute, qu'il aurait dû s'habiller convenablement car maintenant il ressemblait davantage à un sans-abri de la rue. La princesse Sibylle se sentit très honteuse d'elle-même et de ses serviteurs, et ils demandèrent pardon à Yuri. Sibylle s'assit à côté du prince et il n'arrêtait pas de se moquer de lui demandant s'il ressemblait vraiment à un sans-abri dans ses vêtements, mais la princesse lui demanda d'arrêter. Yuri a suggéré de recommencer la connaissance, il a également chaleureusement salué Sibylle et s'est présenté à elle, lui prenant à nouveau la main. Le prince demanda l'âge de Sibylle. Elle répondit qu'elle avait 20 ans et lui 18. Ils n'avaient autant que 2 ans de différence et maintenant, ils peuvent être amis. Dans ce cas, on peut se passer de formalités.
Yuri et Sibylle étaient ravis de se rencontrer. C'est merveilleux, c'est toujours utile d'avoir des relations avant de combattre les orques. Yuri a demandé où étaient ses troupes. Il n'a pas vu d'autres troupes sur le chemin ici. Sibylle était venue ici en premier avec ses chevaliers. Sibylle répondit à contre-cœur que sa force principale était à une journée de cheval et arriverait à Ida demain. Yuri a essayé d'être gentil et a dit qu'il espérait que tout irait bien avec ses troupes. Le Saint-Royaume a des lois militaires très strictes. Pense-t-il que quelque chose pourrait mal se passer avec elle ? Demanda Sibylle. Mais Yuri faisait référence à des situations extérieures. Parfois les orques partent à l'étranger, et malgré leur taille, ils sont très doués pour monter des embuscades. Dans l'ensemble, il ne devrait pas y avoir de problème. Après tout, ce sont les troupes du Saint-Royaume, bien que les orques soient des créatures maléfiques. Un peu plus tard, Yuri se promenait déjà avec Hernando autour du château et regardait les sites touristiques. Hernando demanda à quoi ressemblaient les chevaliers du Saint-Royaume, ce à quoi Yuri répondit qu'ils étaient trop démodés et que la princesse avait probablement du mal avec eux. Hernando a demandé si Yuri voyait quelque chose de bien chez la princesse. Il semble que Yuri va la mâcher. Yuri a répondu que Sibylle était définitivement une très bonne fille, un peu stricte, mais dans leur métier, il n'y a pas moyen de contourner cela. Le prince Briola sortit de sa poche le pendentif même qu'il avait arraché du cou du bandit, et demanda à Hernando s'il était vrai qu'il l'avait acheté sur ce marché. Hernando répondit qu'il en était absolument sûr. C'est seulement ici qu'on pouvait vendre de telles choses. Yuri est plus que sûr d'avoir dit alors qu'avec ce pendentif, tu peux attirer les orques. Pour être plus précis, le bandit a dit qu'une fois que les orques s'en tiraient ce pendentif, ils attaqueraient furieusement le propriétaire du pendentif. Ce pendentif est une sorte de drogue de combat. Il s'avère que c'est un artefact, mais il est trop fragile. Alors que Yuri et Hernando se promenaient dans le marché, ils ont vu les soldats de Briolle entrer dans un bar pour jouer. Yuri était furieux. Les soldats de Briolle jouaient. Ils ne pouvaient pas permettre que cela se produise. Ils ne peuvent pas être considérés comme des forces légitimes alors que des choses aussi honteuses se produisent dans leur rang. À ce moment-là, à l'autre bout du château, Sibylle rencontra le capitaine adjoint des chevaliers du Saint-Royaume, Fennec, et lui dit que la réunion s'était bien passée. Fennec lui dit qu'on ne peut pas faire confiance au troisième prince de Briolle. Comment peut-il diriger les gens ? Il pense que c'est juste une croyance que Briolle est un royaume de chevaliers. Sibylle interrompit aussitôt la conversation de Fennec, lui rappelant qu'il ne fallait pas parler dans le dos des gens. Cette conversation l'a mis mal à l'aise. Fennec a demandé ce qu'il avait dit, il l'a dit de travers. Yuri était habillé comme une sorte de mercenaire, car il avait entendu dire que le prince s'était comporté de manière inappropriée. Quand toute cette histoire d'orque sera terminée, Briolle aura un prince de moins, pensa Fennec. La princesse interrompit de nouveau la conversation et demanda comment allaient les troupes principales. Fennec répondit que tout allait plus bien et ils se dispersèrent. Fennec se dirigea directement vers la taverne où les chevaliers de Briolle étaient entassis et jouaient à des jeux de hasard. Il pensait qu'ils étaient les mêmes que leur capitaine. C'était impardonnable. Il ne resterait pas assis à regarder tout ça. Fennec commença à crier sur les soldats de Briolle, leur demandant ce qu'ils faisaient rang, pensant qu'ils étaient venus ici juste pour jouer. Fennec a déclaré que cela ne le regardait pas, mais qu'il ne pouvait pas simplement regarder un comportement aussi inapproprié. Puis le prince Yuri de Briolle apparut derrière lui, demanda ce que Fennec avait dit à propos des chevaliers de Briolle et lui demanda de se présenter. Fennec fut très surpris d'entendre la voix et de voir le prince Yuri derrière lui alors qu'il voulait donner une leçon à ses soldats. Il s'est immédiatement excusé auprès du prince Yuri pour avoir commencé à crier, mais une telle attitude à ce sujet nuit non seulement à Yuri et à ses soldats, a expliqué Fennec. Il semble que les chevaliers de Briolle ne le sachent toujours pas, mais ce qu'ils devraient tenir dans leurs mains est une épée, pas une carte, a déclaré Fennec. Il commença également à dire qu'il n'était cependant pas sûr que quelqu'un de Briolle ait tenu une épée dans ses mains, se moquant des soldats et du prince. Yuri répéta sa question. Il demanda à nouveau quel était le nom de ce chevalier. La discipline militaire du Saint-Royaume n'a-t-elle pas des rangs et des ordres ? À ce moment, la princesse du Saint-Royaume, Sibylle, entre dans la taverne et demande ce qui se passe ici. « Sœur Fennec, n'étiez-vous pas en patrouille ?» Fennec s'excusa immédiatement auprès de la princesse et ordonna à ses hommes de sortir et d'attendre la princesse là-bas. Sibylle s'approcha du prince Yuri et s'excusa auprès de lui pour l'agitation de son subordonné. Yuri répondit qu'il n'y avait aucune raison de s'excuser. La jeune fille désa ses plaintes qu'il était très difficile de contrôler tous ses subordonnés. Peut-être fallait-il être un monarque saint pour y parvenir. La princesse se retourna et commença à partir, disant qu'elle s'excuserait et paierait sa dette au prince une autre fois, ce à quoi Yuri répondit que oui, une autre fois.
Yuri se souvenait des paroles de Raymond selon lesquelles la princesse était dans une position difficile et affaiblie dans la lutte pour le pouvoir. Elle était donc sensible à ces résultats. Mais le prince décida que, de plus, la lutte de la princesse pour le pouvoir et la position ne le regardait pas. Pendant que le prince Yuri restait pour jouer dans la taverne avec ses soldats, Fennec attendait la princesse dehors. Il demanda à la princesse si elle était déjà devenue amie avec le prince Briol, ce à quoi la princesse répondit « Qu'est-ce qu'il avait à faire avec ça maintenant ?» Sir Fennec a continué encore et encore à raconter ce qu'il avait dit à la princesse à propos du fait que Yuri n'avait aucune grâce. Soudain, un guerrier battu galopa vers la princesse sur un cheval blanc, lui demandant pardon d'avoir interrompu la conversation, mais il avait un message du reste des forces. Le chevalier a dit que le reste des forces du royaume sacré ont été attaquées par des orques. La princesse se prépara rapidement à partir. Lord Guida lui demanda pourquoi elle partait si vite et pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide au chevalier de Briol. De cette façon, elle pourrait minimiser les dégâts causés à ses forces et à ses alliés, ce qui serait la meilleure solution. Fennec intervint à nouveau dans la conversation, disant que le royaume sacré s'occuperait de ses propres affaires, où le seigneur voulait dire qu'il perdrait contre de viles orques. La princesse Sibylle dit au seigneur de ne pas s'inquiéter, que tout se terminerait sans problème, même si elle appréciait l'inquiétude du seigneur à son égard. La princesse et ses sujets se sont enfuis. Le royaume sacré est très têtu, surtout ce commandant adjoint, mais rien ne peut être fait. Le seigneur ordonna à son sujet de visiter le camp des troupes de Briol et de rencontrer le prince. Il doit se dépêcher, il y a peu de temps. Le seigneur a transmis un message au prince Yuri selon lequel les troupes du Saint-Royaume ont été attaquées par des orques. Le seigneur a également demandé au prince Yuri d'aider à détruire les orques à proximité, car ils sont membres des forces alliées. Raymond ne comprenait pas pourquoi c'était Guide qui demandait cela et non le royaume sacré, ce à quoi Yuri répondit qu'il était sûr que quelqu'un était trop têtu, c'est-à-dire Fennec. Yuri a ordonné à Raymond de rassembler des troupes et de se préparer à partir. Ils doivent aider les alliés à faire face aux orques. Et Roy, le chevalier qui apportait le message, reçut l'ordre de Yuri d'aller au bar à côté du marché et d'appeler les chevaliers de Briol à partir de là. Yuri a également suggéré à Roy que s'il disait qu'il accepterait les 10 premières personnes, elles sortiraient tant toutes du bar. Lorsque Roy s'est précipité pour appeler tout le monde, Yuri a décidé qu'il était temps de faire une promenade dans la nuit. Lorsque l'équipe fut prête, ils partirent pour aider la princesse Sibylle, mais il semblait que beaucoup étaient encore ivres au bar. Gérald n'avait pas l'air très bien, comme s'il était malade ou avait le mal des écoudos. Le prince trouvait cela drôle à regarder. Roland admira à nouveau Yuri. Il demanda non seulement au chevalier qui l'avait insulté, mais lui tendit également une main secourable pour sauver leur armée. Roland croyait également qu'il n'était pas nécessaire de s'abaisser autant, et il admirait la profonde perspicacité de Yuri et sa vision d'ensemble. Le prince pensait à Roland qu'il avait toujours été comme ça, il était très différent de ce qu'il était dans sa vie passée. Cependant, Yuri était également différent de ce prince dans le passé. Soudain, il y a eu du mouvement devant, c'étaient les chevaliers du Saint-Royaume, tout le monde doit se concentrer, c'est leur première bataille contre les orques. À partir de ce moment, Yuri sera le premier à entrer sur le champ de bataille et le dernier à le quitter. Yuri Briol, 3e prince de Briol et commandant des soldats de Briol, ne vous rendez pas et ne mourrez pas. Tel est l'ordre du prince.